Salut, moi c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Et vous écoutez Crème glacée. Allô? Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Oui, j'espère aussi. Et pour vrai, ça fait du bien d'être de retour, là. Notre premier épisode de 2025 est publié. Merci pour votre présence, là. On n'a jamais eu autant de likes sur un post. On a tellement eu de commentaires aussi, puis tellement genre de retours, de messages de votre part. Oui, merci tellement. Mais c'était sûr, là. Puis aussi, en story, là, je m'attendais pas à ce que autant de gens réagissent à ma story de Carlos Desjardins. Oh mon Dieu! Pour ceux qui l'ont vu, Ouais. je savais pas qu'on était autant à le connaître, ce fameux homme problématique. Mais bref, merci de votre participation et de votre présence. Là, ça fait toute la différence. Oui, c'était un beau retour. On a eu beaucoup d'amour direct en partant. Ça l'a fait du bien. Oui, vraiment. Puis là, on a une petite annonce à faire parce que nos 1 an approchent bientôt. Oui! C'est ce Déjà mois-ci, 1 an qu'on là. fait ça. Oui, le 11 février, on va célébrer nos 1 an avec Crème glacée. Fait que là, on propose de faire le premier live de 2025. Oui, sur notre Patreon. Ouais. Sur Patreon, disponible autant pour les cornets une boule que 2 boules comme d'habitude, puis aussi disponible en rediffusion si vous pouvez pas être là. Ça va être le 11 février 2025 à 19h comme d'habitude. Là, au programme, là, ça va être vraiment plus relax. On veut juste célébrer avec vous. Plus un style de conversation, Q&A, puis... Cri, qu'est-ce qu'on réserve comme activité? On va fort probablement regrouper toutes les saveurs de crème glacée que vous nous avez envoyées qui étaient les plus weird, parce que, oui, on en a reçu une pelletée. Puis, on va probablement les tester en début de live avec vous autres. Fait que toutes les saveurs qui risquent de goûter probablement weird, soyez là. On va les essayer en live avec vous. Fait que si vous voulez être présent, c'est sur Patreon, le 11 février, 19h, tapante. Yes. Et là, on vous promet que ça va moins bugger que le dernier qu'on a fait. Oui, on a eu 3 parties d'Halloween au lieu d'1. Puis là, désolé, mon chat, il faisait caca dans la litière pendant que je faisais cette introduction. Si vous entendez du sable bouger, c'est Costa. Salut Costa! Bref, avant que je me lance, Jus, on avait un shout-out bien spécial à faire aujourd'hui. Je vais te laisser le faire encore. C'est Sarah qui nous a écrit. Elle dit « Hey les filles, je m'appelle Sarah et je voulais faire un shout-out à quelqu'un de très particulier pour moi. Cette personne, elle s'appelle Lola et c'est ma petite copine et c'est elle qui m'a initiée et fait découvrir votre podcast. C'est une grande fan, elle attend votre épisode chaque semaine avec impatience et vous écoute quand elle travaille ses bijoux. Vous êtes comme son petit rituel et vous l'accompagnez sans le savoir pendant des heures dans son travail. Donc merci à vous et surtout merci à elle d'être une petite amie incroyable. Je vous love, vous êtes les meilleurs. Fait que je pense que c'est ton anniversaire aujourd'hui, Lola, si je me trompe pas. J'espère que tu t'es pas trompée. Moi, je suis clueless en ce moment. Parce que je me suis notée, entre parenthèses, le faire le 2 février, c'est sa fête, mais je le vois pas dans le message que ça dit que c'est sa fête. Fait que bonne fête, Lola! Si c'est pas ta fête, je suis vraiment désolée. Mais non! Au pire, regarde, il y a sûrement un autre Lola dans le monde que c'est sa fête en ce moment, un 2 février. Exact. Fait que bonne fête, Lola! Salut à vous deux, puis merci beaucoup de nous écouter. C'est toujours le fun d'avoir vos petits messages. Oui, merci à vous deux, merci de nous écouter, puis gros bisous, bonne fête! Oui, bonne fête! On rappelle que les shout-outs sont fermés, donc nous ne prenons plus de nouveaux shout-outs. On dirait que c'était un message automatique. Oui, nos boîtes vocales sont pleines. Est-ce que t'es prête? Excuse, c'est peut-être moi qui est pas prête dans le fond. Gros silence et est-ce que t'es prête? Oui. OK, avant de me lancer, là, je vais te donner ma saveur du jour. Là, je me suis écrit, ma saveur du jour est aucune esti d'idée, mon émotion du moment pendant l'enregistrement. Donc, je vais vous dire mon émotion du moment parce que ça a l'air que j'étais pas inspirée, j'avais trop de choses à faire pour cet épisode, je n'ai pas pensé à ma saveur de crème glacée. Je pense que comment je me sens en ce moment, c'est
sorbet au citron. Ouh, c'est comme le mot de passe dans Harry Potter, non? Hey, c'est vrai? Sorbet citron. Oh mon Dieu, c'est peut-être pour ça que je... Oui! OK, mais c'est sûr que c'est genre une pensée qui était dans mon inconscient puis qui a juste popé parce qu'en ce moment, j'écoute les Harry Potter. Genre, je me reprends parce que je l'ai pas fait pendant le temps des fêtes. C'est pour entrer dans le bureau de Dumbledore, me semble. Oui! OK, mais c'est clairement ça. Là, aujourd'hui, c'est un épisode bien spécial. J'imagine que vous l'avez vu dans le titre. Je sais que... On l'a pas fait souvent, en fait. Je pense qu'on l'a juste fait une fois. Mais l'épisode, l'histoire, en fait, que je vous raconte aujourd'hui va être divisée en 2 épisodes. J'ai mes raisons. Première des choses, ben... c'était vraiment beaucoup trop long comme épisode, puis je voulais... Tu sais, j'aurais pu essayer de le condenser puis faire un sacré long épisode, mais je me suis dit, c'est peut-être un peu too much. Ça risque de toute façon d'être 2 très longs épisodes, parce qu'il y a beaucoup de détails, puis ça me tentait de toutes les garder, tu sais, le plus possible, pour vraiment décortiquer le cas au complet. Parce que c'est, selon moi, une histoire vraiment intéressante, fait que je voulais pas manquer rien. Et aussi, je trouvais que ça tombait bien parce que j'avais calculé mes petites affaires, puis je savais que mon épisode allait être au début du mois de février. Et le mois de février, ben c'est quoi? Eh bien, c'est le mois de l'amour, c'est le mois de la Saint-Valentin. Fait que je me suis dit, je vais commencer le mois avec un épisode qui a un petit lien avec la Saint-Valentin, puis en même temps, maintenant que c'est 2 parties, ben écoute, ça va être les 2 dimanches avant la Saint-Valentin, fait que vous allez être bien comblés à ce niveau-là. C'est pas mal la seule affaire cutie cute qu'il va y avoir dans cet épisode-là, parce que les gens dont je vais traiter dans cet épisode, eh bien, c'est des gens qui ont manqué d'amour dans leur vie et qui ont donc eu beaucoup de difficultés à en donner. Je vais faire un petit trigger warning dès le début de l'épisode. Je sais pas si je me tire dans le pied un peu en faisant un épisode de même, parce que j'ai déjà fait un épisode autant intense, selon moi, qui était l'épisode de James Bulger. Et il y avait beaucoup de monde qui m'avait écrit pour me dire comme « Hey, genre, j'ai commencé l'épisode, mais j'ai pas pu, tu sais, genre, mon cœur de mère avait trop de la peine. » Puis je comprends vraiment beaucoup, là, tu sais, mais moi, personnellement, je voulais couvrir le cas quand même. Puis je trouvais que c'était important d'en parler. Vous allez comprendre pourquoi, en plus, c'est autant important d'en parler encore aujourd'hui, même si c'est un cas quand même assez vieux. Donc, voilà. Je vais faire un petit trigger warning. On va parler de violence conjugale, d'agression sexuelle, dont agression sexuelle au sein d'un mariage, qui fait référence à l'épisode de la semaine dernière. On va parler également d'inceste, de bestialité, de maltraitance d'enfants, de meurtre d'enfants, de suicide. Et aussi, ben, les meurtres que je vais vous décrire seront très graphiques. Donc, ça se peut que des fois, j'utilise des mots assez crus. Ouais, je sais pas s'il en reste là des trigger warnings. Je pense que tu les as toutes dit. Je pense que oui. Mais c'est bien de le prévenir au début. Ceux qui peuvent pas l'écouter, ben, on se retrouve la prochaine fois. Mais même si ces histoires-là sont dégoûtantes et horribles, ils méritent quand même d'être racontés, je trouve. Ben oui, vraiment, effectivement. Donc, j'espère que vous allez rester quand même. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, c'est probablement des gens que vous avez déjà entendu parler, comme vous aimez bien le monde du true crime, parce que je vous sors pas de là des meurtriers qu'on connaît à peine. Non, c'est ça. Genre, sont quand même vraiment célèbres. Aussi, avant de commencer l'épisode, je voulais juste vous dire qu'il y a énormément de personnages qui figurent dans l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc, ça se peut que de temps en temps, ce soit un peu mélangeant. Alors, j'y vais. Je me lance. Pour vous situer dans l'espace-temps, eh bien, mon cas se passe au Royaume-Uni, plus particulièrement à Gloucester. Ça se peut que je prononce vraiment mal des mots, là, mais à Gloucester ou Gloucester, je sais pas trop, en Angleterre. Et ça se passe dans les années 60 à 80. Genre dans ces décennies-là. C'est là, en fait, qu'il y a eu le plus de tragédies, là. Où est-ce que les meurtres, parce que oui, je vous ai dit que je vous parlais de meurtres, ben où est-ce que les meurtres se sont déroulés? Donc, sur cette période de 20 ans. Je vais tout de même commencer un peu plus loin dans l'histoire. Je vais pas commencer du début, ça sera pas chronologique, mon affaire. Je vais sauter un peu dans le temps pour vous raconter un événement, puis ensuite, j'y reviendrai, vous allez tout comprendre. Laissez-moi d'abord vous parler de Caroline Owens. Caroline Owens, qui aujourd'hui s'appelle
s'appelait en fait Caroline Roberts à la fin de ses jours. En 1972, en octobre 1972 plus précisément, Frédéric West et Rosemary West, là, si vous reconnaissez pas les deux noms que je viens de prononcer, vous allez comprendre là, bien vite, je vais vous expliquer, puis... C'est les protagonistes de notre histoire. Préparez-vous. Donc bref, les deux West, ils embauchent Caroline Owens, qui à cette époque-là a 17 ans, comme nounou pour leurs enfants. Comment ils ont rencontré Caroline? En fait, c'est que Caroline, elle faisait du pouce entre Tewksbury et sa maison à Cinderford. Donc, si je comprends bien, c'est qu'elle avait comme un petit emploi à Tewksbury qui ramenait pas de toute façon bien de l'argent. Puis, à chaque jour, ben, pour se rendre, elle faisait du pouce. Donc, il la rencontre pendant qu'elle faisait du pouce et il décide de l'embarquer. Sur la route, ben, ils vont y poser des questions, puis ils vont réaliser que, justement, le petit emploi que Caroline a là, ben, il rapporte pas beaucoup d'argent, puis elle chercherait comme quelque chose d'autre, comme un deuxième emploi quasiment, pour être capable de subvenir à ses besoins en tant que petite adolescente de 17 ans. T'sais, on sait pas vraiment la vie qu'elle menait avant, là, mais bref, elle se cherche un deuxième emploi. C'est là que les West, ben c'est pas compliqué, ils vont leur proposer de devenir leur nounou. Parce que à cette époque-là, ils ont plusieurs enfants, puis il y aurait besoin de quelqu'un qui les aide comme durant la journée. À ce moment-là, Caroline Owens, ben elle se dit genre c'est la meilleure idée ever, là, j'embarque à 100%. Amenez-moi, on se reparle, tu sais, puis amenez-moi chez vous, je vais commencer le plus tôt possible à être votre nounou, puis même que si, genre, vous me payez assez, ben ça va devenir ma job que je fais tout le temps, tu sais, je vais laisser tomber l'autre job. Donc, ça prend pas beaucoup de jours que Caroline va emménager au 25 Cromwell Street. C'est une adresse que je vais prononcer vraiment souvent durant l'épisode. J'ai un peu de la misère à le dire, ça va super bien. Mais bref, elle va déménager là et elle va partager une chambre avec une certaine Anna-Marie, que vous allez connaître plus tard, qui, selon Caroline, ben, c'est une petite fille assez renfermée. Elle ne parle pas beaucoup, c'est sa première impression. Rosemary West, qui avait commencé à se prostituer à cette époque, explique à Caroline qu'elle travaille comme masseuse. Puis c'est pour ça qu'il y a autant de clients qui viennent chez elle dans la journée. Fait qu'elle va lui dire ça au début pour la rassurer. Parce que ta nouvelle boss, puis là, t'apprends qu'elle est prostituée, puis qu'il y a full de gars qui arrivent à la maison, tu comprends pas trop. Ça l'aurait pu l'inquiéter, donc elle va lui dire qu'elle est masseuse. Puis Fred, il va dire qu'il pratique des avortements, puis que si jamais elle a besoin de ça un jour, ben écoute, c'est un service qu'il donne. Fait que il se proclame, je sais pas, gynécologue ou je sais pas exactement le titre qu'il se donnait, mais lui, il dit que dans la vie, il fait des avortements. C'est un peu louche, là, dit de même, surtout comme, hey, si jamais t'en as besoin, je suis là. Genre, voyons, tu dis pas ça à quelqu'un qui vient d'arriver chez vous, là. C'est un red flag. Gros red flag. C'est d'ailleurs le premier red flag que Owens va avoir, là, et comme, voyons. Puis, pas longtemps après qu'elle est arrivée, là, déjà que ça, elle a trouvé ça bizarre, elle va réaliser que Fred, il parle de sexe constamment. Il va même dire à un moment donné que les femmes sur lesquelles il pratique les avortements en question sont tellement contentes du service qu'il leur donne que souvent, la manière qu'il paye le service, ben, c'est en lui donnant du sexe à lui. Quoi? Tu sais? Non. Fait que là, Caroline est genre, what the hell? Impossible, genre, que les clientes, ils couchent avec Fred parce qu'il a fait un bel avortement. Genre, impossible. Genre, il y a rien qui fonctionne là-dedans. Ça n'a aucun sens. Sauf que là, pas longtemps après, ben, elle va sentir que Fred, il fait comme un peu des allusions sexuelles à elle. Elle va comme sentir un peu de la crouse. Rien de très concret, mais dès qu'elle va sentir le maigre petit flirt là, dans la relation, elle va dire « Écoute, moi, je peux pas rester ici. Genre, je suis pas à l'aise. J'aime pas ça que mes deux boss soient un peu weird avec moi. Surtout, genre, tu sais, Fred, l'homme de la maison. J'aime pas ça. » Fait qu'elle va décider que elle s'en va, puis elle rentre chez elle. Bon, c'est bien ça, au moins. À réaliser vite. Ouais. Mais est-ce que tu sais, elle est restée combien de temps?
Ça dit pas exactement combien de temps qu'elle est restée, seulement quelques jours, j'ai l'impression. Ouais, parce que ça a pas dû prendre trop de temps qu'ils sont devenus ultra Non. sexus, là, ouais. Exact. Ça devait déjà l'être très dans leur maison, fait que ça a apparu vraiment assez vite. Fait que c'est pas clair combien de temps, mais c'est juste quelques jours, là. Ok. Ça a pas été long. Puis, ben, au moment où elle a décidé de partir puis qu'elle a annoncé qu'elle quittait, tu sais, il n'est rien arrivé de grave à ce moment-là. Fait que les West, ben, ils la laissent partir sans problème. Ils sont comme, OK, tu sais, ça l'a pas fait. Voilà. Puis, de toute façon, ben, les West, eux autres, ils connaissent les habitudes de Caroline Owens. Ils savent maintenant qu'elle fait du pouce entre Tewksbury et sa maison à Cinderfort. Fait qu'ils se disent, ben écoute, pas de problème, on la laisse partir, puis dans quelques jours, on sait de toute façon, là, environ vers quelle heure qu'elle faisait du pouce, tu sais. Fait qu'on retournera la voir, puis on essaiera de se faire changer d'idée. Okay. Fait que c'est ça qu'ils se disent. Donc, les deux West, ils élaborent un plan, puis quelques jours plus tard, ils retournent sur le bord de la même autoroute, l'autoroute 40. Là, on s'entend, là, on est en Angleterre, là, c'est pas l'autoroute 40 qu'on connaît. Puis, ben, ils tombent sur, effectivement, la petite Caroline Owens. Ça prend pas beaucoup de temps, tu sais, seulement quelques jours, là, puis ils la retracent. Fait que là, ils vont s'approcher d'elle. Puis tu sais, là, comme, je veux juste le rappeler, Caroline, à ce moment-là, là, à part avoir senti un peu de flirt, il est rien arrivé, tu sais. Jamais elle va s'imaginer que ce couple-là, il est dangereux ou quoi que ce soit. Elle pense juste qu'ils sont un peu weird puis un peu déplacés. Puis elle, ça l'empêche pas de retourner faire du pouce, là. Elle a pas peur qu'ils reviennent parce qu'elle se dit, je veux juste plus jamais leur parler, mais comme, elle se sent pas en danger, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'elle a refait du pouce autant rapidement. Puis, ben, les West, ils la trouvent, ils s'arrêtent sur le bord de la route, puis ils disent comme, bon, regarde, veux-tu embarquer, là? On va juste te donner un lift, puis on va parler en même temps. Puis là, elle est comme, OK, tu sais, elle s'approche. Puis Fred et Rose, ils vont commencer à y parler, tu sais, comme, hey, on s'excuse tellement, on voulait pas que tu te sentes d'une quelconque façon. On est désolé si Fred a été déplacé, quoi que ce soit. C'est juste qu'il est très sexuel, puis il a pas pensé. C'est un monsieur, tu sais. C'est un petit monsieur en âge qui fait des jokes, genre. Fait que là, elle se sent comme rassurée, puis elle va un peu comme reprendre confiance en eux. Puis c'était une job qui payait comme vraiment plus que la job qu'elle fait en ce moment, là, tu sais. Il la payait vraiment bien, elle était dans une belle maison, puis elle était comme, OK. Fait qu'elle rembarque dans l'auto, puis elle dit, garde, c'est bon, tu sais, je leur laisse une autre chance. Fait que les West, ben, ils partent en voiture, et ils sont genre bingo dans leur tête. Fred, il va admettre plus tard que son intention, là, quand ils l'ont embarqué une deuxième fois dans l'auto, ben c'était carrément, et là je m'excuse, je vais dire des termes, de la violer et probablement de la tuer. Donc Fred va dire là, vraiment plus tard, là, beaucoup d'années plus tard, que ses intentions étaient très claires. Puis son objectif aussi, là, son deuxième objectif, ben, c'était de voir si sa femme, Rose, elle allait être à l'aise dans son plan. Comme si ça s'en va dans cette direction-là de agression sexuelle et de meurtre. Il voulait voir si Rose était comme choquée de ça, si elle allait embarquer dans son jeu. Parce qu'il l'avait jamais fait avant. C'est ce qu'il dit. Bref, le 6 décembre 72, le couple, ils ont Caroline Owens dans leur véhicule. Dès qu'elle embarque, Rose, elle s'en va s'asseoir en arrière avec elle. Puis elle dit comme « Hey, tu sais, on va jaser entre filles sur la route. » Et pendant la route, c'est Rose qui fait les premiers pas et qui commence à faire des attouchements à Caroline. Oh my God! Et pas longtemps plus tard, Fred va arrêter la voiture, il va aller lui aussi à l'arrière et il va la frapper jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Pire cauchemar. Pire fucking cauchemar. Rose va s'occuper d'attacher les bras, les mains et les jambes de la jeune fille et de la bâillonner avec un foulard et du ruban adhésif pour pas qu'elle soit capable de parler, pas qu'elle soit capable de crier. Ouais, c'est prémédité leur affaire, là. Ils sont préparés pis tout. Ouais, vraiment. Dans sa déclaration, parce que, comme j'ai dit, Caroline Owens, ben, elle a survécu, là. Vous avez compris, j'ai un peu mentionné tantôt
qu'elle s'appelait maintenant Caroline Roberts et tout, là, bref. Donc, dans la déclaration que Caroline, elle a faite vraiment plus tard, elle va dire qu'elle s'est réveillée, elle était dans une maison, ça avait l'air d'un sous-sol, puis automatiquement, au moment où elle se serait réveillée, elle se serait fait offrir une tasse de thé qui était probablement droguée, spikée, parce qu'elle aurait reperdu connaissance tout de suite, c'est la seule chose qu'elle se souvenait. Puis la deuxième fois qu'elle se serait réveillée, et là, je vais être crue dans ce qui s'est passé, mais c'est ce que Caroline a rapporté à la police de ce qu'elle se souvenait plusieurs années plus tard, là. Elle va dire que quand elle s'est réveillée, Fred était en train de fouetter ses parties génitales avec une ceinture de cuir. Et Owens, ben, elle essayait de crier. Et quand elle essayait de crier, ben, Rose l'étouffait avec un oreiller pour l'empêcher de faire du bruit. Elle la serrait tellement fort qu'elle était en train de l'étrangler. Puis pendant ce temps-là, ben, les deux pratiquaient des actes sexuels sur elle. Voyons donc. Caroline, elle va dire qu'elle a rapidement compris qu'il n'y avait rien à faire, que peu importe si elle se débattait ou pas, ben, il allait continuer. Donc, à un certain moment, elle a arrêté de se débattre pour que ça termine plus rapidement. À un moment donné, ben, les actes ont terminé. Ils l'ont pas tuée, cette soirée-là. Owens a pu se rendormir éventuellement par la suite, là, genre dans la nuit qui a suivi. Le lendemain matin, ben, les West, ils vont entendre des cris parce que eux autres, ils ont terminé ce qu'il y avait à faire. Ils l'ont laissé en bas. Sauf qu'à un moment donné, ben, les enfants, ils ont cogné dans la porte du sous-sol, puis ils ont essayé d'y aller. Donc, les enfants des West. Ah, ils entendaient Caroline crier? Oui. Oh my God. Puis les West, trop cons, ils se sont pas, genre, réveillés tout de suite. Donc, les enfants, ils ont eu le temps de cogner, puis de dire genre, papa, maman, tu sais, c'est qui est en bas, blablabla. Puis quand les West, ben, ils se sont rendus compte qu'elle criait, là, ils étaient comme, OK, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Donc là, ils descendent au sous-sol. Ils vont tout de suite dire à Caroline d'arrêter de crier. Si elle continue, ils vont la tuer sur le champ. Donc, elle arrête. Puis pour pas avoir à, comme, tout expliquer aux enfants, puisque les enfants, ils ont clairement entendu qu'elle était là, tu sais, ils ont inventé des conneries, puis ils ont réussi à convaincre Caroline Owens de redevenir leur nounou. Puis elle a accepté. Hein? Mais tu sais, on s'entend, elle a accepté pas par choix, là, tu sais. Elle sentait que c'était la seule option de un, là, sinon elle allait se faire tuer. Puis elle s'est dit, ben, la seule façon pour moi, de survivre en ce moment, c'est de redevenir nounou, tu sais. Mm-hmm. OK, j'avoue. Puis je trouverai comme un moyen de m'évader, là, d'une certaine façon. Ouais, ouais. Donc, elle a vu comme sa seule opportunité devant elle, et elle est redevenue nounou, et ça l'a pris, genre, seulement quelques jours, si c'est pas la même journée, mais là encore là, c'est pas clair exactement, parce que ça fait longtemps quand elle a raconté ça, mais elle était comme partie avec Rose dans une laverie pour laver le linge de la famille, puis pendant que Rose a eu le dos tourné quelques instants, Caroline a été capable de s'échapper. Hein? Ouais. Fait que là, Caroline s'évade. Les West devaient paniquer complètement. C'était la première fois qu'ils faisaient ça ensemble, donc panique totale. Puis là, Caroline, elle arrive chez elle, a réussi à retourner chez elle, là, première des choses, elle s'est pas refaite capturer par les West. Même si elle était vraiment comme honteuse de dire ça à sa mère, elle comprenait pas ce qu'elle était en train de vivre, puis son premier réflexe, c'était d'avoir honte. Ben, quand elle est arrivée, sa mère, elle a tout de suite remarqué là, qu'elle était genre pleine de bleu, qu'elle était amochée ben raide, puis elle a pas eu le choix. T'sais, elle a pas eu le choix de lui expliquer tout ce qui est arrivé. Donc, Caroline Owens a complètement fondu en larmes devant sa mère, puis en lui montrant ses ecchymoses un peu partout sur son corps, elle lui a expliqué qu'est-ce qui était arrivé dans les dernières semaines. Quand sa mère, elle apprend tout ça, puis qu'elle comprend qu'est-ce qui se passe, elle va tout de suite appeler la police, là, carrément. Puis, le 12 janvier 1973, donc quelques mois seulement après que ce soit arrivé, ben les West vont être appelés devant un tribunal pour agression sexuelle, atteinte à la pudeur, coups et blessures, et voilà, excusez. Sauf que par contre, ce qui est triste, mais en même temps, bon, on peut arriver à comprendre, ça arrive vraiment trop souvent, ben Owens, le jour du procès,
a décidé qu'elle n'était pas capable de supporter cette épreuve. C'était trop de pression pour elle, c'était trop difficile. Puis elle a décidé d'abandonner les poursuites. Donc, les West, ils ont complètement rien eu. Puis même pour faire preuve de bienveillance, ils ont accepté de plaider coupable pour les accusations de coups et blessures. Ils ont dit que c'est vrai qu'il avait été de telle façon. Et pour leur bienveillance, ils ont seulement eu à payer une amende chacune d'un petit montant. Là. Genre, c'est ridicule le petit montant. Là. C'est surprenant quand même qu'il ait plaidé coupable pareil. C'était genre... Parce que si les charges sont abandonnées, il aurait pu juste s'en aller. Ouais. Sauf que, bien, Caroline Owens, elle a appris ça, mais tu sais, c'était sûr, elle se l'est probablement fait dire par son avocat que si elle décidait d'abandonner la poursuite, ben, il allait probablement rien leur arriver, mais peut-être qu'elle s'attendait quand même à ce que le juge, même si elle témoigne pas, il la croit, mais tu sais, c'est pas de même que ça fonctionne, là. Mais bref, quand elle a appris qu'ils ont eu une mini-amende chaque, puis qu'ils se sont fait libérer tout de suite, Caroline Owens a essayé de s'enlever la vie. Ouais. Donc, je vais m'arrêter là. Ben, c'est pas vrai, là, l'épisode est pas fini. Première partie, 35 minutes. Mais non, l'épisode est pas terminé, mais je vais juste m'arrêter là pour ce qui est du cas de Caroline Owens, puis on va y revenir plus tard dans l'épisode. Mais comme vous savez, là, elle a survécu, je l'ai dit. Elle a fait une tentative de suicide, mais elle a poursuivi sa vie par après, puis je vais y revenir plus tard. Sauf que là, juste pour vous dire, tu sais, en vous racontant tout ça, ça set un peu le ton du reste de l'épisode. Les cartes sont sur la table. Maintenant que je vous ai dit que Caroline, j'y revenais plus tard, je vais recommencer l'histoire au tout début. C'est qui les West? Pourquoi sont devenus comme ça? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Et tout. Donc, je vais commencer par l'homme qui est au centre de toute cette macabre histoire, Frederick Walter Stephen West. Frederick Walter Stephen West, que je vais appeler Fred tout au long de l'épisode, comme j'ai déjà commencé à le faire, parce que sinon ce serait beaucoup trop compliqué. Bref, il est né le 29 septembre 1941, donc en pleine Deuxième Guerre mondiale, à Muchmarcle, dans la ville de Herefordshire. Là, on s'entend, là, c'est la dernière fois que je vais dire ça de tout l'épisode. En Angleterre. C'est le premier enfant survivant de ses parents, Walter Stephen West et Daisy Anna Hill, parce que, bref, il y avait eu un enfant juste avant, puis ils ont fait une fausse couche. Donc, l'enfant l'aîné de la famille, en fait, c'est Frédéric. Après lui, ils vont avoir 6 autres enfants. 3 garçons et 3 filles. Ouais. C'est du bébé. Donc, au total, on parle d'une famille de 7 enfants. La famille West, ben, ils vont rapidement, étant donné qu'ils ont une énorme famille et beaucoup d'enfants, ils vont rapidement déménager dans un endroit qui s'appelle Moor Court Cottage, qui est genre une petite maison qui est comme collée sur une ferme. Fait que c'est vraiment un énorme terrain, une énorme cour. Ils ont une ferme, ils s'occupent des animaux, ils s'occupent de récolter leur récolte. Je sais pas comment dire ça. Ils ferment, E-N-T. Puis, la ferme s'appelle Moor Court Farm. Désolée encore de ma prononciation. Donc, sur la ferme, toutes les femmes de la maison, les filles, tout ça, ils vont s'occuper de la cueillette des petits fruits, surtout des fraises, et du houblon qu'il y avait sur leur ferme, pendant que les garçons, eux autres, ben, ils vont s'assurer de, comme, récolter le blé, travailler plus avec la machinerie, mettons, puis ils vont s'occuper de chasser, entre parenthèses, comme plus un peu trapper, des petits animaux pour répondre aux besoins de la famille. C'est ce qu'on voit vraiment souvent, là. C'est vraiment une famille très traditionnelle, comme vous pouvez le voir, qui ont des valeurs traditionnelles, sauf que, je le mentionne tout de suite, ils ont également des mentalités vraiment, vraiment spéciales, hors du commun. Genre, c'est pas censé être ce genre de valeur-là qui est véhiculé dans des familles super traditionnelles, là, vraiment pas. On va parler ici d'inceste. Donc oui, selon la famille des West, depuis toujours, et cela même avant Frédéric et ses frères et sœurs, là, ben les West, ils ont toujours eu comme pensée que le père faisait l'éducation sexuelle des jeunes filles de la famille, pendant que la mère, elle, ben, s'occupait de l'éducation sexuelle des garçons.
Et dans les deux cas, ça commençait autour de 12-13 ans. Donc, quand il y avait leur début de puberté. Puis par éducation sexuelle... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par éducation sexuelle, je veux dire des viols. Carrément. Oh my God. Dès l'âge de 12-13 ans, les petits garçons, regarde, je vais le dire de même, les petits garçons se faisaient violer par la mère et les petites filles se faisaient violer par le père. C'était ça, leur façon de montrer la sexualité. Et les enfants, ils ont tellement juste appris ça, puis c'est tellement quelque chose qu'ils ont vu tout de suite comme étant gênant qu'ils pouvaient pas le dire à personne. La sexualité, c'était gênant, tu sais, c'était caché, ça restait dans la famille, que ben, les enfants des West, ils ont toujours pensé que c'était ça, la vie, que tout le monde vivait ça. Chaque petit enfant qui côtoyait dans la rue, à l'école, tout ça, ben, ils les voyaient puis ils vivaient la même chose qu'eux. C'était ça leur mentalité, parce que ça a jamais été différent, tu sais. Ouais, puis si t'en parles pas, t'assumes que tout le monde vit la même chose en secret chez eux, là. Hey, c'est terrible. Mm-hmm. On va aussi apprendre que durant la même période, Fred, il aurait commencé à avoir des pratiques de bestialité, comme je l'avais mentionné dans mes trigger warnings du début. Si vous ne savez pas c'est quoi des actes de bestialité, ben on parle ici de zoophilie. Et Fred, pourquoi il aurait commencé ça? Ben c'était avec la pression que lui mettait son père. Donc c'est terrible. Dès sa jeune enfance, là, mettons 10-11 ans, ben non seulement il vivait comme des viols à maintes reprises par sa mère, mais en plus, son père, il le forçait à faire de la zoophilie. Genre, c'est terrible. À l'école, comment il était? Ben, un petit classique là, de tout ce qu'on peut voir dans nos autres cas, là, mais tu sais, il parlait pas beaucoup, il était plutôt effacé, il avait pas beaucoup d'amis, il était pas bon à l'école, puis ben, ça l'a pas été long. À 15 ans, il a lâché l'école pour travailler à la ferme à temps plein. Ça a pas mal été ça, j'imagine, pour tous les autres enfants, là. J'ai pas beaucoup d'informations sur tous les autres enfants, parce qu'il y en a aussi qui ont été un peu mis dans l'anonymat, là, pour... Bref, mais il a lâché l'école. Et en plus, t'es pogné là, tu vis là, t'as pas trop accès au monde extérieur, tu connais juste ce mode de vie. Ah, il y a comme pas d'échappatoire. Non, c'est terrible. C'est vraiment dégueulasse. Puis genre, t'es convaincu que ce que tu fais puis ce que tes parents ils te font faire, ben c'est la bonne chose, là, que c'est la norme, là, tu sais. Tes parents, t'es écoutent, puis quand tu sais pas qu'est-ce qui se passe autour... Ça a pas de bon sens, là. Puis ses parents, à lui, tu sais, ils ont dû vivre quelque chose de similaire dans leur jeunesse à eux pour virer comme ça. Comment tu trouves une femme qui va être la mère de tes enfants aussi fucked up que toi, tu sais? Je sais pas. Ça me fascine, là, comment des monstres se trouvent dans la vie. Ouais. Puis honnêtement, je le sais pas, puis c'est un bon point parce que les parents de Fred, ben ils se sont trouvés dans leur problème. On va apprendre, puis là, je vais vous revenir avec ça plus tard, mais que les parents de Rose aussi n'étaient pas Jojo. Ouais, j'en doute pas. Et donc, Rose et Fred se sont trouvés aussi, en étant les deux un peu fucked up. Il y a un Cupidon des monstres, on dirait, là, c'est bizarre. Ouais, c'est vraiment spécial. En tout cas, je vais revenir à mon histoire. Là, je suis rendue un peu dans son adolescence, donc après le moment où il a lâché l'école. Donc, comme vous vous en doutez, ça va pas du tout en s'améliorant. Fred, il fréquente pas les bonnes personnes, le genre de gens qu'on dit genre sont influençables, puis il faut pas que tu traînes avec eux, puis blablabla. Puis il se tient beaucoup dans des maisons des jeunes. Il traîne avec des jeunes de son âge qui pensent un peu comme lui, qui sont un peu comme lui, qui foutent la merde. Ils savent probablement pas ce qui se passe à la maison parce que c'est pas toutes les familles qui vivent de l'inceste, mais tu sais, clairement, une petite gang de bums. C'est d'ailleurs dans les maisons des jeunes qu'il va commencer à rencontrer ses premières filles, là, parce qu'il a lâché l'école très jeune. Fait qu'à part ses sœurs, pas grand monde. Donc, il va commencer à rencontrer des filles, puis il va développer des comportements hyper problématiques dès le début, là. Puis on s'en doute, là, c'était pas mal sûr que ça allait devenir comme ça. Fait qu'il devient super harcelant, même violent avec les filles dans la maison des jeunes. Puis c'est la seule façon qu'il trouve, en fait, pour avoir ce qu'il veut. Fait que quand il veut une fille, ben, il la traite comme de la merde, puis il la force à avoir ce qu'il veut. C'est exactement ça ce que ça veut dire. On connaît pas beaucoup de témoignages de gens qui l'ont connu dans cette période-là, là, mettons. Seulement quelques-uns, mais... Je serais curieuse de savoir, tu sais, combien de personnes qui a agressé à ce moment-là. Là. Ça doit être terrible.
Donc, entre 15 ans et 20 ans, Fred, il va aussi subir des accidents qui auraient vraiment pu lui coûter la vie. Excusez-moi. Pourquoi je dis ça, là, vous allez comprendre. Quand Fred il avait 17 ans, il aurait fait un accident de moto vraiment grave. Là. Il aurait pu mourir sur le coup. Puis, ça lui aurait fait un bras cassé, une jambe cassée et une fracture crânienne, qui est quand même pas rien. Ça l'a touché son cerveau, sa tête, en fait. Puis, il serait tombé dans un coma et il serait resté dans le coma pendant 7 jours qui a suivi son accident. My God. Rester dans un coma pendant 7 jours, puis on a peur pour sa vie, tu sais, on craint pour sa vie, ben c'est sûr que quand tu te réveilles, c'est difficile, t'as des séquelles. Puis, Fred, lui, il a dû commencer à réapprendre à marcher. Genre, au début, il marchait avec un appareil, genre un peu comme une marchette, là, pour s'aider à refaire ses premiers pas. Il partait pas de rien, là, il était pas, genre, complètement paralysé ou quoi que ce soit, mais il avait de la difficulté à marcher, puis ça leur a resté comme toute sa vie. Il va boiter comme tout le reste de sa vie, là. Genre, ça va jamais se réparer complètement, cette blessure-là. Puis, le deuxième accident, qui a encore une fois, genre, il aurait pu mourir direct, ben ça s'est passé dans un bar quand il avait 19 ans. Il cruisait des filles de sa façon à lui, c'est-à-dire probablement super problématique. Puis, il aurait rencontré une fille, il aurait commencé à y parler, tout ça. Ça se serait passé au Ledbury Yacht Club, qui est un bar où tu danses, comme au DAG, mettons. Il aurait amené la fille de force par la sortie arrière sur un espèce de balcon qui mène genre à une sortie de secours, là, genre un escalier de secours. Mm-hmm. Fait que c'est très petit, là, c'est souvent très étroit, c'est pas un vrai balcon, là, c'est pas une terrasse où t'es censé aller. Puis, il était comme au 2e étage de la bâtisse, puis il la frenchait toute la patente. Genre, la fille était pas down, mais était comme forcée d'être là. C'est quand il aurait commencé à essayer d'aller plus loin que de juste l'embrasser, il aurait essayé de mettre sa main dans sa jupe, et la fille, telle une vraie fucking queen, elle se serait débattue, puis elle aurait réussi à le frapper, puis il aurait perdu l'équilibre et il serait tombé du 2e étage. Bien fait pour lui. Là, je veux juste dire que je ne lui souhaite pas la mort, c'est pas ça que je dis, mais une petite chute en ce moment... C'est bien mérité, là. Oui, regarde, on va le dire, là, Hey. c'est pas gentil, là, mais tabarouette, C'est de la légitime défense, You là. go, girl. Oui, tu t'es défendu, tu t'es pas laissé faire. Ben Il oui. est tombé. Sauf que c'est une autre blessure à la tête qui lui a laissé des séquelles, parce qu'il serait tombé, il se serait cogné la tête. Là, les gens vont se demander, comme par après, mais ça sert à rien de se demander ça, là, parce que c'est trop tard, mais les gens vont se demander si ces deux blessures-là, comme ils ont nui au comportement de Fred, puis si ça l'a fait en sorte que il est devenu le monstre qu'il est devenu. Ouais, ben on entend quand même souvent ça dans les tueurs en série qui ont eu des traumatismes à la tête dans leur jeunesse. Mais là, on dirait que il devait déjà être brisé avant ça. Parce que c'est quand même C'est ça. tard, 17 ans. Ça a pas dû aider, là. Mais Non, c'est sûr. Mais j'avoue que je m'y connais pas assez en développement du cerveau humain Moi non et plus. toute la patente, là. Mais clairement, c'est sûr que ça l'a pas dû aider. mhm. Il était probablement déjà brisé avant. Peut-être qu'il serait devenu la même chose qu'il est devenu. On le sait pas, on le saura jamais. Ouais, c'est des questions qu'on peut se poser. À l'ombre de ses 20 ans, donc pas longtemps après les 2 accidents que je viens juste de te parler, la mère de Fred, elle va apprendre par Kitty, une des 3 sœurs de Frédéric, une de ses sœurs âgée de seulement 13 ans, que Fred, il l'agresse sexuellement depuis plusieurs mois et que là, elle pense être enceinte de lui. Oh my God. Puis pour une mère, on s'entend qu'il fait la même chose là, à Frédéric. Tu sais, elle fait ça à Frédéric, mais semble que ça devrait pas la surprendre que Fred, à un moment donné, il fasse ça à ses sœurs. Ça devrait pas la surprendre. Mais pour une raison obscure, elle est dégoûtée complètement. Elle comprend pas pourquoi il a fait ça. Tu sais, selon elle, là, en plus, c'est son plus vieux, fait qu'elle est comme... T'es à moi. Genre, what the fuck que t'as couché avec ta sœur. Genre, c'est un peu ça, sa réaction. Genre, Ouais. elle se sent trompée, genre? Oui, un Arc! peu. Genre, c'est comme un dégoût qui a l'air même pas dirigé vers, genre, pauvre Kitty, oh my God, c'est terrible ce que t'as vécu. Non.
Parce qu'elle sait de toute façon que Kitty, elle se fait faire la même chose par son mari, là, par le père. Hey, c'est épouvantable. Non, c'est épouvantable. Fait qu'elle a l'air d'être dégoûtée, mais plus du genre, c'est mon Fred, pourquoi t'as fait ça à Kitty? Tu sais, tu devais rester à moi. Ton éducation sexuelle, c'est moi qui te la donne. Tu devrais pas la vivre avec tes sœurs, en tout cas. Arc! J'ai des frissons, genre. C'est terrible. À cause de son fameux dégoût du moment, ben, elle va être en crise après Fred, puis elle va décider de l'amener à la police. Mais tu sais, en faisant ça, là, elle pense pas, elle, qu'elle a fait la même affaire, puis que c'est tellement dans la famille qu'elle les met toutes dans marde en faisant ça, tu sais. Fait qu'elle va amener Fred à la police, puis il va passer en cours le 9 novembre de cette année-là. Donc là, on est à ce moment-là en 1961, quand Fred, il a presque 20 ans. Il va passer en cours, puis même si sa mère était dégoûtée à la base, eh bien, pour le procès, elle va être du côté de la défense de Fred. Donc, elle va être contre sa propre fille, Kitty. C'est terrible. OK, mais Terrible. elle a aucun maudit bon sens, cette mère. Puis, ben, Kitty, vu qu'elle va se sentir... Tu sais, elle, là, en fait, c'est elle, là, la victime en ce moment dans ce contexte-là, parce que déjà qu'elle doit subir ça de la part de son propre père, du mari de sa mère, là, elle vit ça par son grand frère, puis en plus, sa mère, qui fait vivre ça à son grand frère, n'est même pas de son côté pour la protéger. En tout cas, je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, là, mais vous comprenez l'essentiel. C'est terrible, c'est dégueulasse. Puis Kitty, elle va tellement se sentir seule dans la situation qu'elle va finir par faire la même chose que Caroline a faite. Elle va abandonner la poursuite et ça va mourir dans l'œuf comme ça a fait que ça dans les débuts des années de Fred West. C'est terrible. Mais voyons, je serais une enquêtrice, là. Je verrais bien qu'il y a de quoi de louche dans cette famille-là, là. Ouais, Il y a anguille sous roche. Il y a une très grosse anguille sous la roche. Il y a une motherfucking anguille, grosse. Là. Oui. Godzilla des anguilles est en dessous de ce rocher. Non, c'est bien qu'on rit un peu parce que, genre, c'est tellement lourd et c'est dans ma tête depuis tellement longtemps, cette histoire, que, En tout cas. Ben, j'ai peur, ça fait juste commencer, on dirait, là, puis je suis déjà très pas bien. Il y a rien de dit, là, quasiment, là. Bref, après ce procès-là qui tombe à l'eau encore une fois, ben là, pour l'instant, techniquement, selon la chronologie de l'histoire, c'est le premier, là, procès dans l'histoire. Mais bref, il tombe à l'eau, puis juste pour montrer qu'elle est du bord de sa famille, parce que là, toute la famille de Fred, ils sont dégoûtés. Tu sais, les autres, là, qui sont pas au courant de l'inceste, mettons, tante et tout ça, ou ben... Bref, les gens qui savent pas qu'est-ce qui se passe exactement dans les détails, ils sont dégoûtés. Donc, pour montrer qu'elle est avec eux, ben, la mère de Fred, elle va le mettre dehors de la maison. Elle va dire « Va-t'en ». Ça va être mieux pour l'image de la famille si tu t'en vas. Genre, de quoi de même. Mais tu sais, elle est avec lui pareil, là, genre... Elle va s'ennuyer de son petit Fred, là. Oh my God. Puis, justement, pas longtemps après, ben, on va apprendre que les parents de Fred, ils l'ont pardonné complètement. Ils font juste comme continuer la petite séparation de vie pour l'image de la famille. OK, maintenant, on passe au mois de septembre 1962. Donc, quelques temps après le procès. Fred, il habite maintenant ailleurs de la maison familiale. Puis, il continue à sortir d'un bar. Il essaie de trouver une fille qui va pouvoir garder dans sa vie. Parce que là, il se sent seul. Et c'est justement en 62 qu'il va se mettre en couple officiellement avec une fille qui s'appelle Catherine Bernadette Costello, qu'on va appeler Rena. Pourquoi soudainement il est en couple avec Rena? Eh bien, c'est parce qu'il l'avait rencontrée quelques années plus tôt, donc dans sa période où il sortait dans les bars et tout. C'est là qu'il l'avait rencontrée, sauf que Rena, elle vient d'Écosse. Là, si vous voyez le Royaume-Uni dans votre tête, vous savez que l'Angleterre et l'Écosse sont juste à côté, mais un par-dessus l'autre. Donc, elle, vu qu'elle venait de l'Écosse, c'était un peu loin. Puis, elle était comme retournée vivre en Écosse pendant 2 ans. Donc, il s'est écoulé comme 2 ans après leur première rencontre. Puis, elle est revenue en Écosse... Elle est revenue en Angleterre. Donc, ils ont décidé de se revoir et ils sont vite devenus un couple. Pourquoi Rena est repartie d'Écosse pour revenir en Angleterre? C'est pas compliqué. C'est parce qu'elle était enceinte. De Fred? Non, elle n'était pas enceinte de Fred, mais elle était enceinte de quelqu'un
de pas important dans sa vie, donc d'un enfant illégitime. Pour la famille de Rena, qui était assez croyante, ça se pouvait pas tomber enceinte si t'étais pas mariée avec la personne. Donc, elle a juste voulu fuir sa famille pour que ses parents y apprennent pas qu'elle est enceinte, du moins pas tout de suite, puis qu'elle fasse croire, avec quelqu'un qu'elle avait rencontré, elle se souvenait probablement du petit Fred, ben que c'est de lui qui est tombée enceinte, puis c'est pour ça qu'il a déménagé en Angleterre, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, quand elle arrive en Angleterre, elle annonce la nouvelle à Fred, mais Fred, lui, qui est désespéré d'avoir quelqu'un en ce moment dans sa vie, ben il est genre, pas de problème, on va garder l'enfant, puis on trouvera une histoire à raconter aux gens, tu sais, qui nous demandent, tu sais, pourquoi il me ressemble pas, et tout et tout. Parce que Rena... Ouais, là, c'est vraiment compliqué, mais Rena est tombée enceinte d'un Pakistanais. Donc, clairement, l'enfant qu'elle allait avoir n'allait pas avoir les mêmes traits ça part mal. Fred. Ouais, ça part très mal. La vie de famille, là, commence très mal. Effectivement. Donc, ils se disent que c'est ça qui se passe, puis le jour où Rena accouche, eh bien, ils vont annoncer à toute la famille qu'elle a fait, que l'enfant est mort-né. Et ils vont dire cette histoire à tout le monde, puis comment ils vont expliquer qu'ils ramènent quand même un enfant à la maison? Eh bien, ils vont dire qu'ils ont ils ont eu recours à l'adoption tout de suite après, comme ça, c'est comme ça qu'elle allait vivre le choc. Puis c'est aussi pour ça que l'enfant était métisse. C'est ce qui expliquerait comme sa couleur de peau, c'est qu'elle avait été adoptée puis c'était pas la sienne, techniquement. Mon Dieu, il se complique tellement la vie, là. Ils se compliquent énormément la vie, mais c'est parce qu'ils peuvent pas dire qu'ils ont un enfant illégitime, puis ils peuvent pas dire, tu sais, qu'ils ont un enfant avant le mariage, puis en tout cas, il y a tellement d'affaires. Bref... La fille de Rena, qui reste au fond la fille de Rena, puis qui est jamais morte, puis qui a jamais été adoptée, puis c'est la fille de fucking Rena, ben ils vont l'appeler Charmaine. Et elle est née en mars 1963. OK. Puis elle est comme adoptée par Fred, genre? Ouais. Techniquement, elle est adoptée par Fred, mais il n'y a aucun papier de tout cela, là. C'est rien que des histoires. En 64... Très rapidement, en fait, après, là, ben, Rena et Fred vont avoir une autre petite fille, mais cette fois-ci, ensemble. Bon, pas besoin de mentir, au moins. Pas besoin de mentir cette fois-là. Et ils vont l'appeler Anna-Marie. Donc là, on est en 64. Ils ont une fille qui s'appelle Charmaine et une fille qui s'appelle Anna-Marie. Juste pour vous résumer ça. Et j'ai oublié de le dire, là, je viens de m'en rendre compte, mais pendant la grossesse de Rena, là, sa première, quand elle déménage en Angleterre puis qu'elle a appris tout ça. Bref, ils se sont mariés assez rapidement pour que les gens se rendent pas compte qu'ils ont eu l'enfant pré-mariage. Ouais, un petit classique, ça. Ouais. Bref, là, ils ont 2 enfants. Maintenant que le couple a 2 enfants, ils vont engager une nounou. Là, on voit que c'est une petite habitude que Fred a commencé à développer dès son premier mariage, là, d'avoir des nounous pour l'aider dans sa famille. Mais c'est ça. Donc, pendant que les deux ils étaient au travail, là, c'était important pour lui que... En fait, pendant que lui était au travail, c'était important pour lui que ce soit pas juste sa femme qui s'occupe des enfants, mais que ce soit sa femme ainsi qu'une nounou, pour que sa femme puisse juste avoir les bons côtés. Donc, leur première nounou va s'appeler Isa McNeil. Puis, Isa McNeil, elle va partager la vie avec les West, en fait, parce que là, ils sont mariés. Puis, ils vont être les 3 ensemble à la maison. Avec le temps, par l'entremise de Isa McNeil, les West, ils vont faire la connaissance de l'amie de Isa McNeil qui s'appelle Anne McFall. Là, c'est compliqué un peu, il y a beaucoup de noms, là. Mais je vais essayer de résumer à chaque fois que j'ajoute une étape. Juste vous dire, là, ils sont comme rendus 4. Ouais, ben, moi, je suis encore, là. Il y a la gardienne Isa, okay. Il y a son amie Anne. Il y a Rena, la mère, Fred. Oui. Les 2 enfants, exact. Les 2 filles. Une pas biologique et une biologique. Exactement. Parfait. Donc, on se suit. Isa, qui est assez jeune, elle est nounou, tu sais, elle a peut-être 16-17 ans, c'est pas exactement dit. Et Anne, qui a 16 ans. Puis, les 2, en fait, sont jeunes. Les 2, ils ont envie d'avoir du cash. Ils ont envie d'être nounous. Anne, elle travaille dans un petit café. Puis là, importante information que vous devrez retenir. Anne travaille dans un café. Parfait. Là, vous vous dites, OK, mais ça va être important plus tard. Bref, elle fait pas beaucoup d'argent. Puis là, les 2, ils se disent, hey, tu sais, être nounou, c'est parfait. Genre, on est bien payé.
Ça a l'air que c'est une bonne job. En tout cas, Fred, il a l'air de bien payer ses nounous parce que ça a l'air qu'il veut avoir le plus de femmes possible à la maison. Ouais, à quel point t'as besoin de nounou pour 2 enfants? Là? Aucune idée. Aucune idée. Il décide d'amener Anne à la maison et elle devient, elle aussi, nounou. Donc là, sont rendus 4 adultes et 2 enfants à la maison. Fred, il va avouer plus tard, qu'on va l'apprendre plusieurs années après, qu'au début de son mariage avec Rena, il y avait énormément de relations sexuelles avec d'autres femmes. Puis au début, Rena était pas au courant, là, elle était pas consentante de tout ça. Mais Fred, c'est comme si, même si là, il était marié, puis qu'il avait 2 enfants, puis qu'il y avait, tu sais, il était pas capable de s'en empêcher, il était encore dans sa petite mentalité de gars dans la début vingtaine, puis il voulait coucher avec tout ce qui bouge, donc il y avait beaucoup de relations extra-conjugales. Sauf que Rena, elle a passé quelques temps sans le savoir, sauf qu'elle a fini par l'apprendre, parce qu'à un moment donné, genre, c'est louche, de un, puis elle se rendait compte qu'il était bizarre avec Isa, puis il était bizarre avec Anne aussi, mais surtout avec Anne. Isa était quand même très fidèle avec Rena, là. C'est la première nounou, tu sais, c'est elle qu'elle a connue en premier, puis c'était des très bonnes amies. Mais il était bizarre avec Anne. OK. Fait que là, il se passe plein d'affaires, puis Rena, elle commence à comprendre son petit jeu, elle apprend qu'il couche avec plein de monde puis qu'il s'en fout. Sauf qu'elle est comme pas capable de partir de son mariage, mais elle se dit, garde, tant qu'à vivre ce genre de choses-là, moi, je vais rencontrer du monde de mon côté, puis je vais essayer de me faire un nouveau chum, genre. Comme ça, éventuellement, peut-être que je partirai de la maison. Mais pour l'instant, elle était pas capable. Donc, elle aussi rencontre finalement quelqu'un, pas 40 000 hommes comme le fait son mari, mais un homme en particulier, qui s'appelle McLachlan. Bizarre à dire, McLachlan. Puis, elle se dit, un jour, tu sais, je vais être capable de partir avec mon nouveau chum. Faut juste que je trouve comment. Isa, même chose, elle se fait un chum aussi pendant la même période là, que Rena. Puis, comme je disais, ces deux-là sont vraiment amis, tu sais, puis ils se disent tout. Fait qu'ils font même des trucs à 4, là, genre. Les deux, ils ont des chums, mais les deux, ils continuent d'habiter avec Fred. Ils sont comme pognés dans un espèce de ménage fucké, là. La mère et la nounou deviennent BFF, puis ils font des dates, là. Des double dates, avec leur genre. nouveau chum. Oh my God, hey, c'est messy, là. C'est messy, puis Fred, il est pas encore au courant là, que Isa, il s'en fout, là, c'est juste la nounou, mais il est pas au courant encore que Rena, tu sais, elle a un chum on the side. Voilà. Anne, elle, ça fait un petit bout que j'ai pas parlé de Anne McFall, elle est comme au courant des deux côtés de l'affaire. Anne, elle sait que Fred, il voit plein d'autres filles puis qu'il s'en fout dans le fond de sa femme. Puis elle commence à recevoir, elle aussi, tu sais, du flirt de Fred, puis elle est comme, ouh, peut-être que, genre, il va tromper sa femme avec moi, tu sais. Puis elle est comme excitée de ça, mais elle connaît aussi le côté de Rena puis de Isa, qui ont comme des nouveaux chums, puis qui pensent peut-être un jour s'évader ensemble et amener les 2 enfants, tu sais. Elle est comme au courant des deux côtés, ce qui est vraiment pas une bonne chose, parce qu'elle pourrait trahir les deux côtés. S'en aller d'un camp, puis... Être agent double. Assez trop de choses, Anne. Ouais, exactement. Un beau jour, les 4 ensemble, c'est-à-dire Rena, McLachlan, Isa et son chum, ils vont décider de faire un plan pour partir et s'enfuir avec Charmaine et Anna-Marie, les 2 enfants de Rena. Ils se font un plan parce que Fred, il commence à devenir de plus en plus violent à la maison. Il maltraite autant sa femme que Anne, qui est comme rendue la fille qui crouse 24 heures sur 24, que Isa, la nounou, que les enfants. Genre, il maltraite tout le monde, il est de plus en plus violent, il fait peur, là. Puis les filles ont comme l'impression qu'il va se passer quelque chose de très grave, puis ils doivent fuir avant qu'il soit trop tard. Fait qu'ils se font un plan à 4 pour fuir. Puis ils veulent pas que Anne parte avec elle? Techniquement, les 2 filles, j'ai l'impression qu'ils espèrent que Anne parte avec eux. Mais ils se disent comme, il faut en ce moment qu'on se sauve, qu'on protège nos propres vies, puis si Anne décide de rester, on pourra rien faire pour ça, tu sais. Ouais, rendu là, faut se protéger soi-même avant les autres. Là. Exactement. Fait qu'il va venir un beau jour où le plan va se mettre à exécution. Les 2 hommes, McLachlan et le chum de Isa, ils vont arriver à l'endroit où vivent les West. Et ils vont débarquer, ils vont prendre les 2 filles, pas les enlever, là, mais tu sais, venez-vous-en, blablabla, on s'en va. Puis là, les 2 filles, ils vont essayer du mieux qu'ils peuvent de prendre Charmaine et Anna-Marie avec eux.
Sauf que Fred, il va pas se laisser faire, là. Même si les deux femmes, ils décident du jour au lendemain de partir avec deux nouveaux bonhommes qu'il a jamais vus de sa vie, ben, c'est pas vrai que tu vas toucher à mes deux filles. Tu sais, même s'il les maltraite puis il les aime pas, legit, là, il s'en fout d'eux autres, là. Il y en a une que c'est même pas sa fille de toute façon, puis bref, les deux, il les traite comme de la grosse merde, puis il les maltraite, puis il les abuse et tout. Ben, il veut quand même pas leur donner ce qu'ils veulent, là, tu sais. Non, il veut les posséder puis les garder pour lui. Ouais. Fait qu'il va essayer du mieux qu'il peut de garder ces deux filles accrochées à lui. Il va les serrer très, très fort, là. En fait, ça va être très physique. Puis les deux hommes, McLachlan et le chum de Isa, vont essayer de faire ce qu'ils peuvent le plus possible. Ils vont même entrer en conflit avec lui. Ils vont comme essayer de se battre. Sauf que Fred, ce qu'on va comprendre assez vite, c'est qu'il se bat pas avec les hommes. Il ne fait que battre des femmes. Il va rentrer à l'intérieur. Les filles vont pas être capables de prendre les enfants, puis ils vont juste décider de partir parce qu'ils n'ont pas le choix. Sinon, ils vont se faire tuer, là. Il n'y a plus de retour en arrière. Exactement. Donc, Rena puis McNeil, ils vont décider de quitter et de laisser les deux enfants de Rena derrière, ce qui devait être la pire affaire pour elle qu'elle a vécue, genre, jusqu'à ce jour, là. Fait qu'elle se disait, garde, on quitte, on s'en va les 4 en Écosse, on devient comme stable et safe, puis un coup que le jour va venir, je vais débarquer puis je vais reprendre le contrôle, puis je vais reprendre mes filles. Après leur départ, comme je l'avais dit tout à l'heure et qu'on dirait que c'était sûr que ça allait arriver, ben Anne McFall, elle se met du bord de Fred. Et genre, moi, je partirai pas comme les deux autres y ont fait. Moi, je vais rester avec toi toute ma vie. Genre, je t'aime. Puis elle est actually en train de tomber amoureuse de lui. Puis elle se dit, ensemble, je vais t'aider, tu sais, à les élever, tes deux petites filles. Puis je vais m'assurer qu'ils restent avec nous, puis qu'on soit une nouvelle famille. Puis vraiment, là, comme, pauvre petite, elle tombe complètement sous son charme. Puis Ouais. Elle est tombée dans le panneau. comme de fait, Fred, ben, il va accepter ses avances, puis il va lui promettre qu'un jour, il va l'épouser. Un jour, il va officialiser son divorce avec Rena, puis il va l'épouser. Donc, c'est une promesse qu'il lui fait. Sauf que Fred, là, à ce moment-là de l'aventure, là, il en a un peu rien à faire de Anne. Genre, il est assez choqué du fait que Rena est partie, que sa nounou est partie. Il se retrouve avec une fille qui est comme beaucoup trop down pour lui. Lui, c'est clair que ça l'attire pas, là, avec, genre, les comportements qu'il y a depuis toujours, là. Il n'y a pas de challenge. Il n'y a rien, effectivement. Donc, il s'en fout un peu de Anne McFall, puis il est juste comme, ouais, tu sais, reste si tu veux. Mais il est vraiment, là, vraiment en tabarouette. C'est donc en juillet 1967 qu'il va se passer quelque chose de terrible, quelque chose qui va arriver pour la première fois dans la vie de Fred West. Anne McFall, qui est rendue âgée de 18 ans et qui est maintenant enceinte de Frederick West. Of course! Enceinte de 8 mois, je tiens à le dire. Donc, elle est sur le bord d'accoucher. Eh bien, du jour au lendemain, en ce fameux mois de juillet 1967, Anne disparaît. Out of the blue. Aucune trace d'elle. Puis pourquoi on le sait? Ben c'est que Rena, elle avait continué à entretenir des contacts de temps à autre avec ses deux filles. Tu sais, elle allait de temps en temps en Angleterre, mais tu sais, elle était full bien accompagnée, puis elle s'assurait que Fred y fasse pas de mal, mais elle arrivait à voir ses deux filles pas longtemps, et elle leur promettait qu'un jour, elle allait les sauver. Genre, c'était vraiment quelque chose. Mais elle trouvait pas le moyen. Puis, à chaque fois, elle voyait Anne, tu sais, elle voyait qu'il était de plus en plus amoureux, ben, qu'elle était de plus en plus amoureuse de lui. Puis elle était comme, esti, ça me fait chier que ce soit elle qui joue le rôle de mère en ce moment pour mes deux filles à moi. Puis là, tu sais, elle voyait ça, puis elle capotait. Puis là, elle voit que Anne, elle tombe enceinte de Fred, là, et genre, ça va pas du tout. Ouais, le cycle se répète, mais avec une plus jeune, là. Exact. Puis, avec, bref, les deux filles qui ont des contacts avec Rena, on va apprendre que c'est vraiment dans le mois de juillet, on sait pas exactement quand, ben que Anne est disparue. Genre, probablement que Charmaine et Anna-Marie, ils ont dit, ben écoute, Anne est juste partie. Puis Fred, probablement, qui a chanté des bêtises, il a dit genre, ben, elle est juste partie, tu sais,
Elle voulait plus être avec moi, on s'est séparés, c'est terminé. On va apprendre vraiment plus tard que Anne McFall, elle avait tellement personne dans sa vie, pas de famille, pas rien, tu sais, c'était une fille pauvre qui avait comme été trouvée, genre, amie d'un ami, puis tout, que Anne va jamais être portée disparue. Genre, personne va l'annoncer comme disparue. Jamais. C'est tellement On va juste comme triste. avoir remarqué dans le temps qu'à un moment donné, pouf, elle a disparu, mais personne. Elle va manquer à personne. Pauvre petite. Ouais. Elle et son enfant, je le rappelle, parce qu'elle était enceinte de 8 mois. Pourquoi on sait que Anne est portée disparue puis qu'elle était encore enceinte et tout? Eh bien, c'est parce que, un petit bond dans le temps, on va retrouver les membres soigneusement désarticulés de Anne McFall plusieurs années plus tard, là, quand on va découvrir les meurtres des West. Et puis, on va même trouver son enfant qui aura été coupé et extrait de son ventre. On va les retrouver les deux complètement démembrés, enterrés à un endroit quelconque qu'on va apprendre par la suite, là. Oh my God. Donc, on sait que Anne a fort probablement été tuée par Fred, ainsi que leur enfant pas encore né de 8 mois. Hey. Puis que pendant tout ce temps, personne la cherchait, là. Personne la cherchait. Là, à ce point-ci de mon histoire, on serait rendu en 1969. Donc là, on est 2 ans après la mystérieuse disparition de Anne. Rena a toujours pas été capable de venir chercher ses 2 enfants. Et là, Fred fait la rencontre d'une nouvelle fille. Elle s'appelle Rosemary Letts. Ah non. Et Rosemary Letts, tout au long de l'épisode, je vais l'appeler Rose. Donc, vous voyez où je m'en viens avec cela? La première fois qu'il va rencontrer Rosemary, eh bien, c'est à un arrêt d'autobus dans la ville où il habitait à cette époque-là. Puis, il va comme vraiment tomber sous le charme de Rose, genre juste en la regardant. Et là, il faut dire à ce moment-là que Fred, il a 27 ans. Et Rose, à ce moment-là, elle en a 15. Arc! Oh my God! Donc, lui, il est à un arrêt d'autobus à 27 ans. Il voit une jeune fille de 15 ans environ, qui avait l'air de 15 ans à cette époque-là. Et il tombe automatiquement sous son charme. Donc, à quel point c'est dégueulasse, tordu, c'est terrible. Au début, Rose, elle va dire que la première fois qu'elle l'a vu à l'arrêt d'autobus, parce qu'elle s'en rappelle, il devait être marquant ou quoi que ce soit, ben, elle pensait que Fred, c'était un sans-abri. Sauf que, à tous les jours, Fred, il s'assure de retourner à la même heure à l'arrêt d'autobus pour espérer la revoir, puis à chaque jour, il la revoit pendant plusieurs moments. Genre plusieurs jours/semaines. C'est pas nécessairement dit. Puis là, ben Rose, elle commence à remarquer qu'à chaque jour, elle croise le même dude, puis finalement, en le regardant, elle est comme « Ah, il y a un certain charme. » Il fait des efforts, là, il commence à lui sourire, tu sais. Fait que là, elle est comme « OK », tu sais, puis elle devient intriguée. Genre, elle se souvient de ça, de Fred. Au courant des jours, à un moment donné, Fred, il a comme réalisé ben, c'est où qu'elle travaillait, parce que... Tu sais, il prenait le même bus, fait qu'à un moment donné, il a compris qu'elle débarquait tout le temps à la même place. Puis, il a découvert que son emploi, c'était dans une petite boulangerie. Et un beau jour, il a juste décidé d'arriver dans la boulangerie et de tenter sa chance. Donc, Fred, il arrive dans la boulangerie, puis là, il amène des fleurs. Il dit « Ça fait une couple de temps que je te croise tout le temps, je te trouve belle, blablabla. Tu m'intéresses. » Bref, on sait pas exactement les mots qu'il a employés, là. Rose, elle l'a pas décrit en détail, là. Mais il l'aborde, puis Rose, elle se dit « Hey, pourquoi pas? » Tu sais, il y a quand même du guts de genre... Elle voit ça de même, là. Il y a du guts de venir me parler. Moi, je vois ça comme, il y a un esti de fucké plus vieux que toi qui te regarde à chaque jour à l'arrêt de bus, puis là, il débarque à ta job. Ouais! Tu sais? Genre, on n'a pas les mêmes red flags, là. Non! Sauf qu'elle, à ce moment-là, elle est touchée. Elle est genre, OK, tu sais, il a fait ses preuves. Genre, il est là à chaque jour, il me fait des sourires. What the hell? Non, c'est creepy, c'est obsessif et creepy. Faut pas trouver ça cute, là. C'est creepy raide. Puis là, Fred, il va dire à Rose qu'il y a 2 filles à la maison. Il est papa.
Puis, ben, il va dire un peu des niaiseries, comme il est habitué de mentir et mentir et mentir sans arrêt. Puis, il va dire qu'il s'est fait laisser par sa femme. Elle les a complètement abandonnés, lui et ses 2 filles. Il est rendu père monoparental. Puis, il essaye du mieux qu'il peut, genre, pour arriver, mais il y a vraiment de la difficulté à rencontrer des gens. Puis, il trouve que Rose, elle a l'air gentille, puis qu'elle serait, genre, parfaite pour être une nounou. Fait que là, elle est comme, OK, c'est comme pas clair s'il tripe sur moi ou s'il me voit juste comme une gardienne, tu sais, pour ses enfants. Mais dans tous les cas, encore une fois, elle travaille dans une boulangerie et ça a l'air que c'est moins payé que ce que Fred offre comme salaire de nounou. Puis, elle accepte son offre. Elle est comme, ben oui. Il dit, écoute, tu vas pouvoir vivre chez moi, tu vas être bien payé, tu vas être logé, nourri, tout le kit. Tu vas avoir à t'occuper de mes 2 petites filles pendant la journée. Puis, elle accepte. Ouais, il a l'air très charmeur et charismatique, là. Oui, pour un dude qui fait peur puis qui est laid comme un vieux rat, ben, il a l'air très charismatique, en effet. On va y donner. Par contre, quand Rose a dit, elle annonce en fait à ses parents qu'elle a rencontré un garçon qui lui plaît, puis qu'elle va être la nounou pour ses enfants, puis là, elle décrit un peu le personnage, ben ses parents sont 100% contre et ils vont vraiment mal réagir. Sauf que là, je vais prendre un petit instant pour te parler de l'enfance de Rose et de ses parents. Ses parents sont peut-être contre cette relation, mais je pense pas que c'était des bons parents. Oui, puis ils sont peut-être pas contre pour les mêmes raisons qu'on le pense. Ouais. Genre, mes parents, tes parents, ils seraient contre pour des raisons obvious, selon nous, et selon, j'espère, tout le monde qui nous écoute, mais eux sont contre, mais vraiment pas pour les bonnes raisons. Donc, je vais te parler un peu de l'enfance de Rose. Rose, qui s'appelait à la base Rosemary Pauline Letts, a grandi elle aussi en Angleterre et son père s'appelait William Andrew, qu'on appelait Bill Letts, et sa mère s'appelait Daisy Gwendolyn Fuller. Hey, c'est des noms? C'est tout que des noms. Puis c'était la 5e enfant d'une famille de 7. Donc elle aussi, elle avait une famille de 7 frères et sœurs, tout comme Fred West. Sa famille était assez pauvre, puis ils ont vraiment eu une enfance difficile. Ça allait pas bien à la maison, c'était une famille pauvre. Sa mère a souffrait d'une énorme dépression postpartum qui faisait juste comme s'accumuler d'enfant en enfant. Puis, comme on l'a beaucoup entendu dans ces années-là, ben pendant ces post-pré, toute la patente de grossesse, et même pendant ces grossesses, dont pendant la grossesse de Rosemary, ben sa mère subissait des séances d'électrochoc pour essayer de régler son problème. Mais dans le fond, elle était en dépression postpartum, puis personne comprenait à cette époque-là c'était quoi. Donc, je sais pas si vous avez déjà entendu le projet MK Ultra, là, puis Ouais. on l'a vécu aussi à Montréal avec l'Institut Allen Memorial, que je voulais faire un épisode là-dessus depuis toujours, mais que après avoir écouté l'épisode des petites frousses, je me dis, je peux pas parler de ça, Esti, elle a tout dit. Elle a tout dit. C'était un excellent épisode. Bref, si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter, là, c'est vraiment bon. Puis, ça explique pourquoi ça se faisait dans cette époque-là, là. Mais bref, elle a vécu beaucoup d'électrochocs, et même pendant sa grossesse. Donc, encore une fois, ici, on se dit, est-ce que ça l'a affecté le cerveau de la petite Rosemary avant même qu'elle naisse? C'est possible. Peut-être. Est-ce que ça a fait en sorte qu'elle est devenue comme elle était? Peut-être. Peut-être qu'elle serait devenue comme ça pareil. Bref, ça nous fait poser la question. Mais c'est pas juste ça. C'est pas juste le fait que la mère de Rose, Daisy... D'ailleurs, les 2 mères de Rose et de Fred s'appellent Daisy, là. Ah! Je tiens juste à le dire. Oh my God. Ah, c'est bizarre. Weird. Ouais. Mais bref, c'est pas juste ça qui s'est passé parce que du côté de son père, ben c'était pas Jojo non plus. Vraiment pas. Donc, pas longtemps après la naissance du dernier enfant là, de la famille, parce qu'ils ont eu 7 enfants ensemble, ben, ils se sont séparés. Pas longtemps après leur séparation,
Rose, qui était comme écœurée d'habiter avec sa mère parce que probablement que c'était trop difficile à gérer une mère autant en dépression. Elle avait des mauvais résultats à l'école, ça l'allait pas du tout. Sa mère même était même pas capable de s'en occuper. Là. Elle avait comme trop d'enfants à sa charge pour la santé mentale qu'elle avait. Fait que bref, pas longtemps après leur séparation, Rose, elle a déménagé chez son père, donc chez Bill. Et puis là, c'est là que Rose aurait subi le plus de violence dans son enfance. Elle aussi, tout comme Fred, va pas avoir une enfance très jojo. Bill, son père, était schizophrène, donc il souffrait du trouble schizophrénique, je sais pas comment le dire, et c'était un paranoïaque extrême, là. Genre c'était fou. Genre je sais même pas pourquoi il pouvait avoir la garde de ses enfants, là. Genre en fait, il y en avait comme pas un parent qui était mieux que l'autre, mais j'ai l'impression que pour ce qui est de Bill, c'était encore pire. Pourquoi? Eh bien, Bill Letts va abuser toute la jeunesse de ses enfants, il va abuser ses filles. Donc, il va les agresser sexuellement. Non, je vous le dis, là, c'est pas drôle comme histoire, mais pas du tout. Donc, Rose, toute son enfance, à peu près à partir de ses 12-13 ans, donc quand elle a déménagé chez son père, elle va subir des viols à maintes reprises. Et ça ne va pas aller en s'améliorant parce que, étant donné que elle-même va vivre ça de façon autant fréquente, elle va également commencer à faire la même chose que Fred, c'est-à-dire pratiquer de l'inceste entre les membres de sa famille, donc avec ses 2 plus jeunes petits frères. Oh my... Hey, c'est vraiment comment construire un monstre, là? Ouais. C'est ça, c'est la recette. Là. C'est la recette, c'est terrible. Puis là-dessus, on n'a pas énormément de détails. Je sais que les 2 frères en question s'appellent Graham et Gordon. Je sais pas s'il y a eu d'autres moments d'inceste dans la famille, là. Tout ce qu'on sait, en tout cas, c'est que Bill Letts aurait agressé sexuellement sa plus vieille fille qui s'appelle Patricia, ainsi que Rosemary. Et par la suite, on sait que Rosemary aurait fait la même chose à ses 2 petits frères, Graham et Gordon. Mais on n'a pas plus de détails sur la situation. C'est tout ce qu'on sait. Ça me fait poser la question, sûrement que tu le sais pas, là, mais les autres enfants, là, autant les frères et sœurs de Fred que de Rose, ils ont-tu viré de même aussi? Tu sais, eux, ils ont eu une vie tranquille et ils ont vécu leur trauma en silence. Ça me fait poser la question parce que pourquoi eux, mais pas toute la famille, sont devenus de même, tu sais? Exactement. Puis genre, je me suis posé la même question que toi quand je faisais mes recherches. Je me disais, OK, mais si ces 2-là ont fait ça, est-ce que c'est la combinaison aussi du couple qui a fait autant de terreur, peut-être? Mais je me suis posé la question, puis j'avais peur parce qu'en faisant mes recherches, j'étais comme, OK, je vais-tu découvrir... Tu sais, combien d'affaires je vais découvrir? Combien de cas? Puis si je les découvre pas toutes, qu'est-ce qu'on sait pas, justement, tu sais, les frères et les sœurs, comme tu dis, est-ce qu'ils ont fait des actes terribles aussi, mais on n'est juste pas au courant? Ça se peut, là. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis, vous allez voir que je pense pas que je vais le couvrir pendant cet épisode-là, mais dans la 2e partie, la semaine prochaine, écoutez-la d'ailleurs, je vais justement mentionner quelques-uns des frères et sœurs qui ont malheureusement aussi viré tout croche. Ouais, c'est pas surprenant. Donc, là, que... ça va un peu répondre à ta question. OK. Mais ouais, c'est pas surprenant du tout. Fait que, bref, je m'avancerai pas plus dans l'enfance de Rose parce que j'en sais pas plus. Puis ça, c'est vraiment comme le côté qu'on sait pas trop, là. Vraiment, tout ce qu'on sait de Rose, à part les petits détails que je viens de vous dire, c'est ce qui s'est passé un coup qu'elle a rencontré Fred. Donc, maintenant que vous savez un peu le background de chacun, je vais vous parler de la relation que les 2 avaient ensemble. Pourquoi c'était autant problématique? Comment c'est devenu aussi rapidement problématique? Première des choses, je vous avais dit que les parents de Rose, ils ont mal réagi là, quand ils ont appris que Rose a fréquenté un tel homme, comment elle l'avait décrit du moins. Je vais vous dire pourquoi. Première des choses, on peut imaginer ou sous-entendre que le père de Rose, Bill Letts, il était jaloux de Fred. Ouais, parce qu'il abusait de sa fille, ouais.
c'est ça, s'il aimait autant sa fille puis qu'il abusait d'elle, ben premier homme que sa fille de 15 ans va avoir dans sa vie, il va être jaloux. Parce que dans sa tête, elle a juste 15 ans. Lui, il aurait pu en bénéficier plus longtemps que ça si il faisait encore des abus à Patricia qui était plus vieille que Rose. Fait que ça, c'est pas dit haut et fort, mais on peut clairement sous-entendre que une des raisons pourquoi il était pas down avec leur relation, ben c'était la jalousie. Mais aussi, il paraît que les parents, dans le fond, ils vont apprendre que Rose était pas nécessairement nounou des enfants, mais c'était plus un autre travail qu'elle pratiquait quand elle habitait chez Fred. Ils vont entendre entre les branches ou apprendre que Rose a commencé à se prostituer, en fait. Puis dans la caravane de Fred, où est-ce qu'il habitait, parce qu'à ce moment-là, Fred, il habite dans un genre de trailer park, ils vont apprendre que leur petite fille de 15 ans aurait techniquement commencé à se prostituer. Puis genre Fred, c'est son pimp. Genre, c'est à cause de Fred qu'elle aurait fait ça. Clairement, c'est des raisons, là. Ça, c'est une bonne raison de pas vouloir que sa fille le côtoie, mais pour ce qui est de tout le reste, je pense pas qu'ils ont des bonnes raisons. Elle est pauvre petite, là. Je sais qu'elle vire complètement dégueulasse, là, mais à ce stade-ci, elle fait vraiment pitié. Ouais, parce qu'à ce moment-là, elle a 15 ans, puis elle pourrait encore techniquement se sauver de ça, mais c'est tellement fucké dans sa famille, puis même ses parents qui veulent l'aider sont complètement pas bien eux autres mêmes, là. Ses parents, ils vont dire non, tu peux pas faire ça, puis comme elle est encore mineure, ils vont réussir à l'amener dans un genre de centre pour délinquants sexuels et délinquants point, là, mineurs. Je sais pas comment dire ça, là, genre un centre de jeunes délinquants. Puis pour que Rose elle ait de l'aide, puis qu'elle se sorte de la prostitution, puis qu'elle se sorte de cette relation-là. Donc ça, techniquement, ça aurait été une bonne chose, tu sais, que ça l'aide. Sauf que Rose, elle va pas se laisser faire de même, puis elle va réussir à s'enfuir de son centre pour jeunes délinquants. Puis, effectivement, ben, elle va retourner avec Fred dès qu'elle le peut. Cette fois-ci, elle va emménager complètement avec Fred. Donc, dans la caravane, là, dans le petit trailer park. Le 17 octobre 1970, Rose va donner naissance à son premier enfant. On était comme en 69 à leur rencontre, puis là, on est rendu en 70. Fait que Rose est jeune encore. Elle a genre 16 ans, là. Elle tombe enceinte et elle accouche. Elle donne naissance à sa première enfant, qui est une petite fille qu'elle va appeler Heather. Puis, pourquoi j'ai dit qu'elle donne naissance à sa fille et non à leur fille? Eh bien, parce que Heather, on va jamais être 100% certaine si c'était la fille de Fred West ou de Bill Letts. Parce que ça se pourrait que Heather, ce soit la fille du père de Rose. Parce que même quand elle fréquentait Fred, elle se faisait encore abuser par son père? Ouais, c'était trop dans les débuts. Puis, selon les dates, selon comme sa sortie du centre, son évasion du centre, mettons, on sait comme pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça s'est comme tout fait en même temps. Donc, ça se pourrait que ce soit la fille de son propre père et non de son chum. C'est terrible. Puis, on n'aura comme jamais, malheureusement, de moyen de le prouver à 100%, parce qu'au moment où on en est aujourd'hui, eh bien, il est trop tard. Et vous comprendrez pourquoi. 2 mois plus tard, là, en ce moment, je veux juste récapituler. On est dans une caravane. Il y a Fred et Rose, leur tout nouveau bébé qui s'appelle Heather, et on a encore Charmaine et Anna-Marie. Fait que là, on est rendu avec 3 filles. Ouais, oui. J'allais demander, il arrivait quoi aux 2 enfants initiaux? Ouais. Là? Ben, dans le fond, Rose, elle se prostitue dans la caravane. Elle n'est pas vraiment une bonne nounou, on va se le dire. Mais les 2 petites filles du début sont toujours là. Fait que là, sont rendues les 2 avec 3 enfants à leur charge. Ils ont quel âge environ? Charmaine puis Anne-Marie? C'est quoi? Oui, Anna-Marie. Charmaine, excuse-moi, est née en 63. Puis Anna-Marie en 64, puis là, on est en 70. Fait que 6 puis 7 ans, là? Ouais, 6-7 ans, puis un nouveau bébé, un nouveau-né. Hey. Puis à ce moment-là, ben Fred, il a à peu près 28 ans, puis Rose, elle a à peu près 16. Sauf que là, 2 mois plus tard, 2 mois après la naissance de Heather, Fred, il va se faire arrêter
pour un vol et un oubli de paiement de beaucoup d'amendes. Genre, c'est comme presque rien, mais juste assez pour dire que, tu sais, il a tellement fait des affaires pires que ça dans sa vie, là. On se rappelle qu'à ce moment-là, il a probablement tué une personne, peut-être plus. Mais il est arrêté pour un vol, tu sais, c'est stupide. Si seulement on prenait autant au sérieux la sécurité des enfants que les Oui! paiements de contraventions puis d'amendes. Oui! Genre, il y avait plein de contraventions non payées, puis il a fait un vol de pneus, puis là, ils ont vu qu'il y avait plein de contraventions non payées, fait qu'il s'est fait enfermer pour quelques temps. Genre, vraiment pas longtemps, là, mais assez comme pour être en prison. Genre, c'est ridicule. OK. Fait que bref, pendant ce temps-là, là, ça va pas du tout, là. Lui, il est en prison pour quelque temps. Et Rose, une petite fille de 16 ans, se retrouve avec 3 enfants à sa charge. Hey. 2 qui ne sont pas les siens et une qui vient de naître. Oh my God, c'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Puis Rose, elle avait déjà commencé à être un petit peu méchante là, avec les enfants, là, les 2 qui étaient pas les siennes. Là, elle était comme pas... elle était pas très gentille là, avec Charmaine puis Anna-Marie. Fait que c'était pas très beau ce qui s'en venait, là. Pour la mettre, elle, tout seule avec 3 enfants, là, ça sonnait pas très bien, là. On va apprendre que Anna-Marie, justement, elle vivait énormément difficilement parce que elle se faisait pas bien traiter, elle s'ennuyait de sa mère. Là, elle avait comme même plus son père avec elle. Elle était avec une fille qu'elle connaissait pas, puis cette fille-là, elle la traitait vraiment mal. Fait qu'Anna-Marie, elle vivait vraiment dur, puis il paraît qu'elle pleurait constamment. Genre, c'était un enfant qui pleurait constamment. Tandis que Charmaine, elle, qui est la plus vieille, puis elle, en ce moment, elle a ni sa mère, ni son père, elle a personne, là. Ouais. Ben, elle était plus positive, elle pleurait jamais. Puis à cause de ça, Charmaine, c'était pas la préférée de Rose. Parce que vu qu'elle réagissait pas, puis qu'elle s'en crissait, elle avait l'air de s'en crisser du moins, ben Rose, elle aimait pas ça parce qu'elle pouvait pas faire ce qu'elle voulait. Elle cherchait la réaction. C'est ça, elle aimait ça des réactions en pleurs justement d'Anna-Marie, tu sais. Puis là, elle avait pas ce qu'elle voulait. On va aussi avoir éventuellement, dans plusieurs années, là, on fait un autre petit bond, des témoignages d'une jeune fille qui s'appelle Tracy, qui, à l'époque, c'était une des voisines dans le trailer park où est-ce qu'ils habitaient les West, puis c'était une très bonne amie de Charmaine et de Anna-Marie, parce qu'elle avait à peu près la même âge. Fait que souvent, tu sais, elle venait cogner à la caravane, puis elle demandait à jouer avec les 2 filles. Fait qu'elle, Tracy, quand on l'a eu en procès, plusieurs années plus tard, ben c'était vraiment pertinent parce qu'elle, elle a comme vu cette époque-là où est-ce qu'il était dans la caravane, puis qu'est-ce qui se passait dans la maison. Elle a été témoin de bien des affaires. Tracy, souvent, là, il paraît qu'elle pouvait jamais... Genre, quand elle arrivait puis qu'elle cognait, ben les 2 filles, ils pouvaient pas jouer parce que... Juste parce que, genre, leur père était pas à la maison, puis quand leur père était pas à la maison, ben, il avait pas le droit de sortir. Pourquoi il avait pas le droit de sortir? On va l'apprendre plus tard. C'est que quand le père était au travail, il enfermait les 2 filles avec des barreaux dans leur lit superposés. Fait que les 2 filles, ils devaient rester toute la journée, ben en fait tout le temps que le père était pas à la maison, que Fred était pas à la maison, ils devaient rester enfermés dans leur lit puis ils pouvaient pas sortir. Si Tracy arrivait puis Fred était pas là, ben Rose elle les laissait pas sortir parce que c'était ce que Fred lui avait toujours dit de faire, tu sais. Fait qu'ils pouvaient vraiment juste jouer quand Fred était là. C'était la seule façon. Tracy avait aussi rapporté au procès. Elle et sa mère là, vont être là d'ailleurs au procès, puis les 2 ils vont avoir bien des affaires à dire. Mais Tracy, elle va également ramener au procès que des fois, quand elle arrivait, Fred était là, puis là, il ouvrait la porte, puis elle voyait en arrière-plan, mettons, une fois là en particulier, est arrivée, puis Charmaine était debout sur une chaise, attachée après la chaise, complètement nue, puis Rose était en train de la fouetter. Oh my God! Fait que, puis à côté de la scène, il y avait juste Anna-Marie qui était accroupie dans le coin puis elle pleurait. Fait que Tracy, elle a cette image-là gravée dans sa tête pour toujours puis elle va le raconter pendant le procès. Fait que Fred et Rose, ils étaient pas très prudents parce que probablement qu'ils se disaient que Tracy, elle allait jamais dire ça à personne, mais elle a été témoin de ce genre d'incident-là, au moins une fois. Hey, c'est fou que ça allait durer tant d'années puis que personne a fait quelque chose pour les arrêter. C'est fou. Puis ça, c'est encore le début, là. Ouais. C'est le début! Hey, Désolée. J'ai pas de mots, là.
Non, je comprends. Là, attachez-vous bien. Vous n'êtes pas prête pour ce que je vais vous apprendre. Je vais maintenant vous parler du meurtre, et je dis bien du meurtre, de Charmaine. Oh. Donc, comme je vous le disais, Charmaine, c'était pas du tout la préférée de Rose. Comme vous pouvez sans doute le voir, eh bien, Charmaine était maltraitée, mais pas rien qu'un peu, par Rose depuis probablement leur rencontre, mais surtout depuis que Fred était en prison. Mm-hmm. C'est terrible, sauf que là, ce que je m'apprête à vous dire, eh bien, ça dépasse les bornes. Parce que j'enlève le suspense. Charmaine va malheureusement être assassinée. Pourquoi est-ce qu'on sait que Charmaine va être assassinée? Eh bien, première des choses, parce que quand Fred il sort de prison le 24 juin 1971, ben Rose, elle lui dit tout de suite. Tu sais, eux, c'est un couple, ils sont full fusionnels, ils s'aiment full, ils ont clairement l'air d'avoir les mêmes buts dans la vie, là. Fait elle passe pas par quatre chemins, elle dit la vérité en face, puis Fred, qui lui, clairement, il a pas l'air d'avoir aucune affection pour ses enfants, là, il s'en fout, clairement. Et Charmaine, ben, on se rappelle, c'est même pas son enfant à lui de sang, là, techniquement, c'est l'enfant de Rena qu'elle a eu avec un autre homme, bref. Clairement, il s'en fout, donc il fait juste comme, tu sais, il prend la nouvelle avec un grain de sel, puis il demande à Rose, tu sais, comment je peux t'aider? Parce que, tu sais, il faut que personne apprenne ça puis que ça reste dans la famille. Fait qu'il l'aide automatiquement. L'affaire, c'est que, justement, non seulement ils veulent pas que ça sorte de la famille, mais ils veulent pas non plus le dire aux autres, c'est-à-dire à Anna-Marie. Mm. Et on s'entend, là, Heather est trop jeune pour comprendre, là, fait que c'est Anna-Marie qui va en souffrir le plus, mais ils veulent pas lui apprendre à elle, ils veulent pas apprendre à personne, aux voisins, tout ça, fait qu'ils vont devoir clairement se trouver un plan pour, de un, cacher le corps de Charmaine, réparer la gaffe que Rose elle a faite, là, entre gros guillemets. Ouais. Ouais, entre énormes guillemets. Mais bref, ils vont se trouver un plan pour cacher le corps, inventer une histoire pour que ça tienne debout et surtout pas le dire à Anna-Marie. Fait que ce qui va se passer, puis on sait tout ça à cause de certains aveux qu'on va entendre durant le procès, puis aussi grâce à certains témoignages, dont la petite Tracy, que je te parlais il y a quelques instants, qui était comme la voisine, là, l'amie de Charmaine et de Anna-Marie. Bref, il y a plein de petites choses qui vont faire en sorte qu'on est capable de dire à 100% que Charmaine a été assassinée. On est capable de dire également quand, à peu près, elle l'a été, mais on n'est juste pas capable de prouver à 100% par qui. Et la raison est simple, Rose n'avouera jamais ce meurtre, et il n'y a aucune preuve qui permet de la lier à Charmaine. Ce qui va se passer, c'est que, sur le coup, eh bien, Rose avait caché le corps de Charmaine dans la cave. Là, je sais pas trop, c'est pas très bien expliqué dans les sources. C'était une caravane, là. Y avait-tu une cave, je sais pas, ou bien c'est comme un petit locker à côté ou un cabanon, c'est pas très clair. Mais Rose, elle a juste mis le corps là en attendant et elle s'est dit « Fred va m'aider quand il va revenir ». Donc là, Fred, il voit ça, il se dit « Ok, il faut qu'on se débarrasse du corps ». Fred va tout simplement enterrer le corps nu de Charmaine à l'arrière de la petite caravane. Et il va rester catégorique plus tard, on va l'apprendre dans le procès, que ce serait le seul corps techniquement qu'il n'aurait pas démembré. Ouais, parce que le corps de Anne avait été retrouvé démembré. Oui, et même le petit enfant qui était à l'intérieur, Pourquoi? qui n'était pas né aussi. Pourquoi ils démembrent le monde si t'es enterres? Tu sais, il me semble que t'es démembre quand tu veux les mettre dans des sacs ou dans des boîtes, genre. J'ai aucune idée, mais il va tenir à dire que Charmaine, il l'avait pas démembré. C'est ce qu'il va dire pendant le procès. Parce qu'il veut avoir démembré d'autres mondes aussi par la suite. Ouais, c'est ça. C'est cela. Ça donne J'imagine que vous vous en doutez. Ouais. Donc, c'est ce qu'il aurait fait, puis quand on va avoir effectivement trouvé le corps, parce que oui, le corps va être déterré, il va avoir une analyse médico-légale qui va être faite sur le corps, et grâce au rapport dentaire, on va être capable d'identifier à 100% qu'il s'agissait bien de Charmaine. Comme je l'ai dit plus tôt, on va être aussi capable de dire que dans la période
Et aussi, Tracy, lors du procès, elle va dire qu'une bonne journée, est allée cogner chez les West pour jouer avec ses amis, qui étaient Charmaine et Anna-Marie. Et puis là, pour une raison X, cette fois-ci, Charmaine n'était pas là. Puis quand elle aurait demandé pourquoi elle n'est pas là, eh bien, Rose et Fred auraient donné une histoire. Et c'est la même histoire qu'ils ont racontée à tout le voisinage et même à Anna-Marie. Mais ils auraient dit que la mère biologique de Charmaine, donc Rena, serait venue la chercher et l'aurait ramenée en Écosse, finalement, pour vivre le reste de ses jours avec elle. Donc, malheureusement, elle n'allait pas pouvoir revenir en Angleterre. Oh my God! Puis c'est triste parce que Anna-Marie, elle est encore là. Ouais! Puis là, elle se fait dire que Charmaine, sa mère est venue la chercher, mais elle n'est pas venue la chercher elle, tu sais. Ouais, c'est ça. Elle doit se dire, ma mère s'en fout de moi, elle est juste venue chercher ma sœur. Mais c'est ça. Tellement chien. Tu sais, Anna-Marie est encore vivante, là. Ce jour, on va avoir énormément de témoignages, là, de sa part. Puis, tu sais, à ce moment-là, elle va l'avoir demandé à son père, là, comment ça se fait que Rena est venue chercher Charmaine, mais pas moi, tu sais. Ah, pauvre petite. Puis, Fred, il aurait répondu, écoute, tu sais, Charmaine, ta sœur était métisse. Puis là, ta mère est en train de refaire sa vie en Écosse avec un nouvel homme. Donc, ça marche pas qu'elle ait 2 filles, 2 sœurs du même union, mais qui ont pas la même couleur de peau. Fait que ta mère a te laissé ici. Mais ça a tellement... Je sais qu'il a aucun sens déjà, là, mais c'est le pire mensonge, là. C'est quoi? Ça a aucun sens. Mm-hmm. Ça n'a aucun sens. Pauvre petite, elle doit tout être mêlée, là. Oh. Vraiment, là, genre... Puis tu sais, elle a pensé ça pendant longtemps, là, Anna-Marie, là. En fait, elle a dû l'apprendre en même temps que tout le monde, là. Oh que c'était pas vrai, là. Puis quand ils ont déterré le corps, ils ont cru remarquer qu'elle n'était effectivement pas démembrée, mais il y avait une énorme fente dans sa hanche que clairement, c'est pas fait par un homme, là, c'est trop intense et étrange comme coupure. Eh bien, ça leur a été causé par des travaux de construction que Fred aurait lui-même fait faire dans sa propriété en 1976. Ça veut dire, pas longtemps après la mort de Charmaine, il a fait refaire la mini-maison, là, la maison mobile, ou je sais pas trop. Puis, à l'endroit où Charmaine était, il s'en est foutu ben raide, puis il a juste mis un mur. Puis le mur de béton, ou je sais pas comment c'est fait, ça leur a transpercé la hanche du corps. Oh my God! Post-mortem. Ah. Fait qu'il s'en foutait, là. Genre, il a pas fait une petite tombe en arrière, il savait que Charmaine était là, puis genre, il l'a laissé en paix, là. Non, genre, il se foutait tellement de son corps qu'il a fait construire une nouvelle maison par-dessus, puis le corps a été touché pendant la construction. Mais là, t'es pas prête? Encore une fois. Non. Parce que ça se finit pas là. Charmaine est décédée, OK, mais on va apprendre également que Rena est décédée également. Oui. Puis tout ça, on va l'apprendre au procès, là. Genre, on va l'apprendre vraiment plus tard, là. Mais Rena, qui aurait maintenu des contacts avec ses filles, là, comme je l'avais dit tantôt, elle venait souvent en Angleterre. Eh bien, une fois qu'elle est venue en Angleterre, elle l'avait dit à sa sœur, qui s'appelle Christine. Ah ben... Comme oui. Elle avait dit à sa sœur, je m'en vais en Angleterre, puis écoute, je m'en vais voir les filles, si jamais il m'arrive quelque chose, comme t'es au courant. Et elle ne serait jamais revenue de l'Angleterre. Christine n'aurait jamais eu de nouvelles de sa sœur Rena. Elle l'aurait même déclarée disparue, mais jamais ce se serait rendu, étant donné qu'on parle ici de l'Écosse, de l'Angleterre, de... Ouais. Christine n'était peut-être pas au courant de tout ce qui se passait, mais bref, on a seulement appris la mort de Rena pendant les mêmes aveux où est-ce qu'on a appris le meurtre de Charmaine et le meurtre de Anne McFall et le meurtre du bébé de Anne McFall. Puis on pense que c'est Fred qui a tué Rena. Au moment où c'est arrivé, Rose n'était supposément pas dans le décor, donc techniquement... ça devait être pendant ou pas longtemps après Anne McFall ou... En tout cas, c'est pas exactement clair quand est-ce que c'est arrivé, mais ouais, on est pas mal convaincus que c'est Fred à ce moment-là. Oh my God, c'est un démon, ce gars-là.
Puis ce qu'on va finir par constater, parce que là, on est déjà rendu à 4 victimes, 4 personnes qui ont toujours été retrouvées dans un endroit très spécifique. Et on va se rendre compte de ça plus tard, mais Fred, et c'est ce qui prouve encore plus que c'est Fred qui a enterré tous les corps, c'est qu'il les mettait toujours dans des endroits réfléchis, des endroits importants pour lui en lien avec la personne qui avait tué. Par exemple, Anne McFall, il l'a enterrée dans un endroit où il allait tout le temps avec elle, mettons, un champ où est-ce qu'il allait tout le temps avec elle. C'est là qu'il l'a enterrée. Ensuite, Charmaine, il l'a enterrée là où elle est arrivée dans sa vie, donc dans la petite caravane, dans le trailer park. C'est là qu'il l'a enterrée. Rena, il l'a enterrée à un endroit où il l'avait rencontrée. Tout ça pour dire que on va remarquer dans tout son petit modus operandi, et c'est ce qui nous fait comprendre assez vite que ce sont tous des crimes que Fred West a fait, ben c'est que les endroits, ils ont toute une symbolique pour lui. Hey, y a comme... C'est bizarre qu'un homme qui se calisse autant de tout ce qui bouge, après ça, ils prennent le temps, tu sais, d'avoir une espèce de symbolisme, puis qu'il y a des moments ou des endroits à une signification pour lui, parce que il a l'air d'avoir aucune conscience humaine. C'est vrai, puis il a l'air de pas réfléchir du tout. Non, c'est ça. Juste pour ça, il donne une symbolique. Ah là là, faut arrêter d'essayer de le comprendre, je pense. Non, c'est ça. Puis on va le voir aussi là, plus tard, puis je vais le redire, mais non seulement les endroits où il a enterré ses victimes avaient tous une symbolique, mais aussi, là, vous le savez, là, vous avez compris, il démembrait souvent ses victimes, voire tout le temps, puis à chaque fois, il manquait des parties des victimes. Ça veut dire qu'il se gardait des souvenirs de victime en victime. Il y avait tout le temps des parties manquantes, que ce soit les ongles, les doigts, les orteils, une rotule. Juste un petit détail, il y avait tout le temps un membre manquant. Oh my God! C'était son modus operandi. Ça fait juste aller de pire en pire. Ouais. Puis la seule personne qui n'avait pas de démembrement, ben c'est Rose qui l'a tué, fait que tout seul. Fait qu'en tout cas, ça explique bien les affaires. Là, maintenant, là, après ce terrible début d'histoire, mettons, ben là, comme je vous l'avais dit, ça va pas en s'améliorant. Là, on passe dans une deuxième phase. Puis c'est bientôt là que je vais terminer l'épisode, là, pas tout de suite, mais bientôt, parce que cette phase-là est encore pire que la précédente. C'est-tu possible? Ouais, c'est ça, c'est possible. Parce que là, on a vu leur début, là. On a vu les changements de blondes, les meurtres des blondes, les filles qui tombent enceintes, les enfants. Là, on est à 4 meurtres, mais quand même des meurtres importants, tu sais. Mm-hmm. En fait, ils sont tous importants, là, mais là, on passe dans une autre étape. Parce que maintenant, là, que, genre, Rose, elle a fait une victime, puis que Fred, il l'a aidé, ben, ils sont plus soudés que jamais. Et le 29 janvier 1972, ben Frederick West et Rosemary, maintenant West, vont se marier. Officiel. Et la cérémonie aura lieu au bureau d'état civil. Il va y avoir aucun invité, aucun ami, aucun membre de la famille, à l'exception d'une seule personne. Et là, j'ai écrit dans mon texte « LOL », parce que vous allez comprendre que cette personne, on l'aime pas du tout. Le seul invité, et c'était le témoin au mariage, c'était John West, le frère de Fred West, un de ses 3 frères. OK. Le plus vieux après lui. Puis là, ça montre que c'est peut-être les plus vieux qui ont les plus mal viré. Mais John, on l'aime pas du tout. Puis c'est pas étonnant que ce soit le seul qui a été là pendant le mariage. Peu de temps après le mariage, ben Rose tombe enceinte de son 2e enfant à vie. Et là, maintenant qu'ils sont rendus comme une famille grandissante, ben ils vont déménager parce que la petite caravane ou la petite maison qui se sont bâties à l'endroit de la caravane, bref, c'est plus assez grand pour leur famille. Donc, ils vont déménager au fameux 25 Cromwell Street dans la ville de Gloucester. Et là, cette adresse-là, c'est l'adresse, comment dire... La maison des horreurs?
Ouais, genre la maison des horreurs, justement, les gens là-bas en Angleterre, ils l'appellent comme ça. Et cette adresse-là va être l'adresse clé dans tout le reste de l'histoire. C'est vraiment comme la deuxième phase, genre le mariage de Rose West et de Fred West qui prend une estie de débarque. Oh my God. Puis là, il y a Heather, le nouveau bébé, puis Anna-Marie, comme enfant. Donc, oui, exact. Il reste Anna-Marie, Heather, qui est leur première fille, et leur deuxième enfant qui est en route, qui n'est pas encore arrivé. La maison dans laquelle ils déménagent, au 25 Cromwell Street, eh bien, c'est une maison 3 étages, sauf que, clairement, la petite famille, ils n'ont pas assez d'argent pour se payer ça. Donc, ils prennent une espèce d'entente, je sais pas comment ça fonctionne. Tu sais, dans le fond, ils vont l'acheter, mais la façon qu'ils vont payer la maison, c'est en louant des lofts à l'intérieur de la maison. Fait qu'ils vont comme séparer la maison en plusieurs petits habitats. Fait que, exemple, que genre, il y a 3 chambres au 2e étage, ben, ils vont mettre des lavabos, des toilettes dans les chambres pour être capable d'avoir des locataires. Puis en ayant plein de locataires dans cette maison-là, ben ils vont être capables d'avoir un revenu et de payer la maison. C'est leur façon de l'acheter, parce que sinon, ils n'auraient pas été capables de se le permettre. OK. Là, on est en 72, puis peu de temps après qu'ils emménagent dans la fameuse maison, ben Rose, elle a son deuxième enfant. Ils vont l'appeler May June. Ah, c'est un beau nom, c'est... Oui. Peu de temps après avoir donné naissance de son deuxième enfant, Rose recommence à travailler comme prostituée, mais là, elle a sa propre chambre dans la maison 3 étages où est-ce qu'elle va recevoir comme ses clients. Elle va même poser des photos, genre poser nue, en photo, et c'est Fred qui va prendre ces dites photos pour faire de la pub et s'attirer le plus de clients possible. Là, la maison commence, leur petit projet de loft aussi, fait qu'ils commencent à avoir de plus en plus de locataires, juste des gens qui ont pas beaucoup d'argent, qui se prennent une chambre dans une maison de quelqu'un, puis ça y va par là. Sauf que Rose, et sûrement Fred, mais là, on parle surtout de Rose, elle commence à avoir des relations sexuelles quand même assez fréquentes avec les locataires. Parce que, tu sais, déjà qu'elle reçoit des clients, ben là, c'est assez facile pour elle, mettons, de recevoir comme un locataire, autant un homme qu'une femme, puis d'avoir des relations sexuelles. Pas juste pour l'argent, là, juste comme est trop habituée d'avoir du sexe tout le temps, en permanence. Lorsqu'elle va avoir des relations sexuelles avec des femmes, puis ça, comment qu'on le sait, ben c'est à cause de multiples témoignages de femmes qui ont couché avec Rose, qui vont nous le dire, ben c'est surtout là qu'elle devenait de plus en plus violente. Genre, exemple, qu'elle avait une relation sexuelle avec un homme, c'était... je sais pas là, comment décrire ça, mais de base, là, je sais pas comment dire. Mais dès que c'était une femme, elle devenait complètement violente. Tu sais, elle était brutale. Là. Pour satisfaire leur fétiche, le couple, ben, ils vont comme se faire une pièce dans la maison, puis ils vont accumuler de plus en plus de collections de dildos, de jouets sexuels quelconques, des jouets de style genre bondage, des fouets, des... Bref, ils vont avoir une pièce, là, genre vraiment une sex room, puis là-dedans, ils vont aussi garder tous leurs magazines pornographiques qu'ils vont avoir accumulés avec les années. Et de plus en plus que ça avance, c'est plus juste rendu des petits magazines, mais là, on parle maintenant de films pornographiques contenant des scènes de bestialité. Donc, on voit que ça n'a pas quitté encore leur fantasme et leur fétiche, je sais pas trop comment dire ça. Et aussi, on va trouver des vidéos pornographiques qui contiennent des scènes avec des enfants. Oh my God! Ben oui, rien de moins, c'était sûr. Donc, sérieux, là, c'est complètement chaotique dans cette maison-là, puis ça va pas en s'améliorant. Donc, Rose, elle fait de la prostitution à domicile, donc c'est ça son travail, il y a un bordel chez eux, c'est ça son travail, des fois c'est des locataires, des fois c'est des clients de l'extérieur, puis ce qu'ils font en plus de tout ça, c'est que la Rose's Room, comme ils l'ont appelé, l'endroit où elle exerce son travail, puis j'ai une photo, en tout cas, j'ai une photo de la pièce en question que je vais mettre probablement sur les réseaux, dépendamment de si ça passe au conseil de toi. Mais, bref, la Rose's Room, il va y avoir comme des trous à certains endroits dans la pièce pour que Fred puisse aller de l'autre côté et observer les scènes. Parce que lui, ça l'excitait encore plus de voir sa femme faire son travail. OK. Et, bref, c'était un de leurs fantasmes. Et aussi, il va y avoir des micros de cachés, comme un peu des babyphones. Ben, genre des... Ah ouais, comme pour écouter l'enfant dormir, là?
Oui. Genre des Comment ça moniteurs de s'appelle? bébé. Oui, c'est ça. Ouais. Des moniteurs pour que Fred puisse entendre de l'autre côté. Fait que vraiment, là, tout un gros setup. My God. Là, trigger warning encore, je vais reparler d'inceste une fois de plus. En 77, le père de Rose, on se rappelle de lui, je le ramène dans l'histoire, le petit Bill Letts. Oui, Ben, lui qui était paranoïaque, schizophrène, puis qui agressait Rose. exactement. Eh bien là, il revient dans le décor parce que le temps il a passé, puis là, tu sais, ils sont mariés, là, sa fille est mariée. Fait que, avec le temps, il s'est comme accoutumé à voir sa fille avec Fred. Il a même comme commencé à apprécier Fred. Genre, il vient à la maison, il est chumé avec lui, il approuve la relation de sa fille. Mais pas juste ça. Et là, c'est complètement dégueulasse. Lorsque Bill apprend que sa fille Rose a recommencé la prostitution et qu'elle fait ça à domicile, chez elle, eh bien, il va se dire « Mais pourquoi pas en bénéficier? » Oh my God! Donc, il va Je commencer capote! à... Je sais, c'est terrible. Il va commencer à fréquenter le domicile du 25 Cromwell Street pour utiliser les services de sa fille, de sa propre fille. Mais on dirait que ça peut pas avoir existé. On dirait que c'est trop n'importe quoi. J'en reviens pas. Puis que tout ça se passait sous les yeux de des milliers de personnes, puis que personne faisait rien, puis... Hey! J'en reviens pas. Non, c'est Je comprends atroce. pas que c'est arrivé pour vrai, ça. Je comprends pas. Je lirais ça dans un livre de fiction, puis je trouverais ça trop farfelu, là. Ouais, genre ça dépasse beaucoup trop les limites, là. Ah, excusez, là, je suis vraiment... Ben non, c'est correct. C'est terrible. Bref, donc... Il utilise les services de prostitution de sa fille. Exactement. Puis là, bon, les années passent. Rose et West vont avoir plusieurs autres enfants pour faire un total de 8 enfants. Non. Oui. Donc, on a Heather, la première. Ensuite, May-June, la deuxième. Suivi de Stefan, leur premier garçon, Tara et Barry. Pourquoi je suis seulement à 5? Eh bien, c'est parce que les 3 autres, on n'est pas certaine de c'est qui le père. Ça pourrait très bien être Fred West comme Bill Letts, comme n'importe quel autre client. Mais en tout, ils vont élever ces 8 enfants-là, ainsi que Anna-Marie, on ne l'oublie pas, qui vient d'une autre relation complètement. Genre, j'étais exaspérée il y a 2 secondes, mais là, je savais pas que je pouvais l'être encore plus. 9 enfants dans cette famille-là, dans cette maison-là. Avec des locataires en plus, des nounous, des locataires, plein de monde. C'est la jungle, là. C'est quoi cette affaire-là? Donc, les 3 autres enfants qu'on sait pas c'est qui le père, je vais les nommer quand même. On a Louise, Rosemary Jr. et Lucy Anna. Je les ai nommés les 3, mais aujourd'hui, ces 3-là n'ont plus le même nom. Okay. Parce que comme c'était les 3 plus jeunes, ils ont été protégés. Là. Leur identité est protégée. On n'a aucune idée ils sont où dans le monde et comment ils s'appellent aujourd'hui. Pendant leur vie au 25 Cromwell Street, eh bien, les 9 enfants, en fait, vont tous vivre des sévices différents, semblables, similaires à tout ce que j'ai dit depuis le début de l'épisode. Et ce, pendant plusieurs années. On peut dire qu'entre 1972, l'année où ils sont arrivés à cette maison-là, et jusqu'à 1992, les enfants ont été hospitalisés 31 fois pour des raisons diverses, et chacune des fois, les parents ont été capables de dire qu'il s'agissait seulement d'accidents liés à des travaux à la maison ou des trucs comme ça. Là, OK, c'est 2 horribles personnes, là. Mais il y a de la faute à quelqu'un d'autre là-dedans, là. Je peux pas croire que pendant 20 ans, 30 ans, je sais pas, 7, 8, 9, 20 ans. 20 ans. Puis il allait à l'hôpital avec des enfants, puis personne n'a allumé, personne n'a enquêté. Genre, il y a la faute au système là-dedans un petit peu, là. Je suis désolée, là. Ouais. Ça il y a ben des affaires qu'on pourrait dire qui auraient pu être faites autrement, là. Mais mettons, juste pour faire un petit récapitulatif, de 1967 à 1987, il y aurait eu énormément de meurtres, que je vous raconterai dans l'épisode 2, dans la deuxième partie la semaine prochaine. Et de 1972 à 1992,
c'est la période où les 9 enfants qui restent dans la maison du 25 Cromwell Street ont été maltraités, battus, envoyés à l'hôpital, agressés sexuellement pour certains et par moments. Bref, ont vécu l'horreur dans cette maison-là. Puis on se rappelle qu'on n'est pas encore en 87, là, il y a eu des meurtres aussi là-dedans. Je vous en parlerai, comme je l'ai dit, dans la deuxième partie. J'ai peur. Fait avec tout ce que je vous ai déjà nommé, les quatre meurtres qui ont déjà eu lieu, le premier fait probablement par Rose, les 3 premiers faits probablement par Fred, et je dis probablement parce qu'on ne sait pas s'il y en a eu d'autres. Eh bien là, on arrive à un moment où les deux sont ensemble, sont en couple, ils sont passés à travers plein d'épreuves, puis ils sont juste de plus en plus forts, puis c'est ça qui fait autant peur, en fait. Et là, je vous ramène justement au tout début de l'épisode, quand je vous parlais de Caroline Owens, la survivante, en fait, qui a été arrêtée en pouce, puis que Fred avait comme testé Rose pour savoir si elle allait lui être fidèle, tout ça. Eh bien... On est là. Dans le fond, tout ça, c'était arrivé, puis Caroline aurait pu juste être leur prochaine victime. Exact. On est à se demander, après tout ce qui est arrivé, c'est quoi la prochaine affaire? Eh bien là, c'était des enfants qui se font maltraiter, des enfants qui se font battre. Il y a eu des meurtres, il y a eu des sévices quelconques. Ben là, il va y avoir des agressions sexuelles de plus en plus courantes pour la première fois. C'est qui la première personne qui va vivre ça? Eh bien, c'est Anna-Marie. Anna-Marie, la 9e enfant, qui est seulement l'enfant de Fred, techniquement, l'enfant de sang de Fred. En 72, quand ils vont emménager dans le 25 Cromwell Street, ben Anna-Marie, clairement, est pas autant désirée que les 8 autres enfants, tu sais, dans la maison. En septembre 1972, pas longtemps après qu'ils ont emménagé au 25 Cromwell Street, les West vont amener Anna-Marie. Et là, trigger warning, tout ce que je m'apprête à dire sur Anna-Marie et c'est ce qui va compléter l'épisode, ben, c'est très graphique. En septembre 1972, les West vont commettre quelque chose sur Anna-Marie, 8 ans, qu'elle va jamais oublier de toute sa vie. Donc, ils vont l'amener au sous-sol, l'agresser sexuellement, leur propre fille, je tiens à le rappeler. Après l'agression sexuelle, Rose va amener Anna-Marie dans la salle de bain, puis elle va lui dire « Inquiète-toi pas, tu sais, on est vraiment désolé, mais tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça à leur fille. Faut que l'éducation sexuelle soit faite par le père. J'avais pas le choix d'être là, fallait que j'en aie la preuve. Mais tu sais, inquiète-toi pas, dis-le à personne, ça va rester entre nous. Mais tu sais, tout le monde vit ça. » Première agression sexuelle qu'Anna-Marie vit par ses 2 parents. Oh my God. Son père biologique et sa mère, sa belle-mère. On va aussi apprendre que Rose a commencé, elle également, à abuser sexuellement de Anna-Marie, même après ce qu'elle avait dit, que c'était le père qui devait faire ça et blablabla. Ben, elle aussi, elle va en tirer profit puis faire des agressions. Ils vont souvent demander à Anna-Marie de se lever sur des meubles, ils vont l'attacher puis ils vont l'humilier de façon... atroce, là. Un peu comme il avait fait avec... un peu comme Rose, elle avait fait avec Charmaine. Ouais. Puis ça, justement, c'est comme... Ça a l'air d'être une habitude que Rose aime bien, là, attacher les enfants sur des meubles puis les humilier. Dès l'âge de 13 ans, dès qu'Anna-Marie a atteint ses 13 ans, Fred et Rose, ils l'ont forcée à se prostituer, elle aussi, pour amener un deuxième revenu à la maison. Donc, c'était plus juste Rose, mais là, c'était Anna-Marie. Puis souvent, c'était des clients, ils se partageaient des clients, ils amenaient des amis de Fred à la maison, puis Anna-Marie, elle avait pas le choix, fallait qu'elle ramène de l'argent. À chaque fois que Anna-Marie recevait un client, Rose était toujours présente dans la pièce pour être certaine que sa fille ne dévoile pas aucune information sur le fait qu'elle est obligée de faire ça. Elle avait menti sur son âge aussi parce qu'elle avait 13 ans, puis les hommes, ils voulaient au moins qu'elle ait 16, de quoi comme ça. Fait que Rose était tout le temps présente pour être sûre que Anna-Marie, elle dise rien puis qu'elle fasse les choses comme il faut, parce que c'était quand même un salaire de plus dans la maison.
C'est terrible. Une fois, d'ailleurs, après un des clients de Anna-Marie, Rose l'aurait amené dans un bar pour prendre un verre de vin entre filles, puis juste jaser. Puis elle aurait comme actually passé un bon moment cette fois-là. Anna-Marie, elle va raconter, là, elle s'en souvient. Puis quand Fred est venu les chercher au bar, les deux filles sont rentrées dans le char, puis Rose, elle aurait dit à Anna-Marie... Tu pensais-tu vraiment pendant un instant que j'allais être ton amie, genre, que j'allais être ta grande chum, juste avant de l'agresser sexuellement à nouveau? Fait que c'était vraiment là, du gros chantage émotif, des agressions verbales, des agressions physiques, de l'humiliation pure et dure. Puis elle a vécu ça comme pendant combien de temps, là? Genre, c'est fou, là, jusqu'à temps qu'elle puisse se sauver de là, parce qu'on se rappelle que Anna-Marie est survivante encore aujourd'hui. Puis Anna-Marie, elle va écrire dans son livre, parce que oui, elle a sorti un livre. C'est pour ça qu'on sait aussi autant sur son expérience, sur son histoire. C'est parce que non seulement elle a fait beaucoup de témoignages pendant le procès, mais elle a aussi écrit un roman complet comme sur ce qu'elle a vécu. Puis à un moment dans le livre, elle va dire... Je comprends pas, genre, j'étais à l'école, je regardais les autres filles, j'essayais de comprendre, genre, c'est-tu vrai que ces filles-là, ils vivent la même affaire que moi? Genre, comment ils font pour rire, pour jouer avec les autres, pour avoir du fun, pour parler à des garçons, pour parler à d'autres filles, alors qu'ils vivent la même chose, puis elle se disait, genre, ça se peut pas, puis elle pensait qu'elle-même était pas normale, parce qu'elle était pas capable d'avoir du fun, était pas capable de rire, était pas capable de jouer avec les amis, mettons. Elle comprenait pas, mais tu sais, ses parents, ils ont toujours dit, genre, que c'était normal, puis qu'à la puberté, ben, c'était ça qui allait se passer, puis ça allait être la même chose avec tous les enfants, puis c'était les parents qui s'occupaient de l'éducation sexuelle, puis elle a juste connu ça, fait qu'elle comprenait pas, genre, elle regardait dans la récréation, dans la rue, elle était comme, je comprends pas comment eux, ils font. Moi, je suis pas capable. Ben, c'est tellement triste, là. Pauvre petite. J'ai pas de mots. Ultra triste. Mais bon. Bref, je m'arrête là pour cet épisode-là parce que on revient. On a besoin d'une pause. En fait, parce que c'est assez, tabarouette, là, ça fait genre quoi, 3 heures que je parle, je sais pas l'épisode, il va être combien de temps, mais, puis je sais pas si le prochain va être encore plus long, mais j'espère que vous avez tout compris ce que je voulais vous dire, si jamais vous avez écouté jusqu'à la fin. C'était un peu mêlant, il y avait vraiment beaucoup de gens, comme je vous l'avais dit, qui étaient... Non, mais c'était bonne de te retrouver là-dedans, puis de... Moi, je te suis, là, puis t'as bien organisé ça. Okay. Je peux faire un résumé dans ma tête, là, je suis capable, je pense. Je te suis toujours. Parfait. J'espère que nos auditeurs aussi. Parfait. Puis je ferai un petit mini micro-résumé au début de l'épisode 2, de toute façon, pour qu'on se rappelle tous, on en est rendu où, qu'est-ce qui est arrivé jusqu'à maintenant, il reste... Qui est dans la maison du 25 Cromwell Street, et tout. C'est ce qui complète la première partie des West Murder, du couple complètement sadique. Et c'est encore rien, là, comparé à tout ce qui s'en vient. Mais j'ai de la misère à croire, comment ça peut être pire? Mais je sais! Ah! Bon, ben merci pour... tout ce gros travail. Je redoute le prochain épisode. Moi, ça s'en vient plus tôt que pour vous. Mais si vous voulez savoir la suite, ben ça va être la semaine prochaine. Oui. Puis en attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre Patreon si vous voulez voir notre live du 11 février pour nos 1 an. C'est vrai! On dirait que j'ai oublié c'était quoi, genre, le positif dans tout ça. J'étais genre dans ma tête en train de me dire pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça moi-même? Moi aussi, on dirait que ça fait bizarre de dire « Suivez-nous sur Instagram ». Ouais. Je suis comme dans un drôle de mood. Mais... Ouais, je m'excuse. Je vous ai sûrement tout pété votre bulle. Écoute, le prochain épisode, ça va bien finir dans un sens parce que, tu sais, on va parler du procès, on va parler des arrestations, on va parler des choses... On sait qu'ils vont arrêter puis ils vont se faire pogner. C'est ça. Au moins, il y a ça. Au moins. Mais bref, t'as bien raison, ramène le positif. On a un live le 11! Oui, pour nos 1 an! Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent, fidèles à chaque semaine. Merci au Petit Cornet, on vous aime. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2. Oui! Bye tout le monde!